Certains secrets ne meurent pas avec les êtres que nous aimons. Ils attendent dans des lieux cachés, nous rappelant à eux. Pendant 10 ans, Sandrine Dubois a vécu en croyant que son mari avait emporté sa dernière vérité dans la tombe, jusqu'à ce qu'elle trouve, dans le grenier de leur maison, des lettres décrivant un chalet isolé qui n'aurait jamais dû exister. Elle suivit ces mots au cœur des montagnes des Pyrénées, à des kilomètres de tout sentier, jusqu'à une corniche où le chalet se dressait, comme en attente. La porte était ouverte. Une lampe brûlait à l'intérieur. Sa couverture était pliée sur le porche. Les outils étaient suspendus exactement comme elle les aurait rangés. Tout semblait indiquer que quelqu'un y avait vécu, l'entretenant, le gardant prêt. Mais son mari était mort il y a une décennie. Alors, qui l'attendait dans ce chalet? Le soleil matinal projetait de longues ombres sur la maison de campagne de Sandrine Dubois, peignant les poteaux de clôture usés par le temps dans des teintes d'ambre et d'or. Debout sur son porche, une tasse de café tiédissant dans ses mains, elle regardait les collines à l'est émerger de la brume matinale. 10 ans. 10 ans qu'elle faisait ce même geste, debout à cet endroit précis, buvant un café qui refroidissait avant même qu'elle ne se souvienne d'y tremper les lèvres, observant le lever du jour sans Stéphane à ses côtés. La maison derrière elle était devenue plus silencieuse à chaque année qui passait. Ce n'était pas seulement l'absence de sa voix ou de ses pas sur le plancher de bois, mais quelque chose de plus profond, de plus viscéral. La façon dont un lieu perd sa vitalité lorsque la moitié de sa raison d'être franchit la porte pour ne jamais revenir. Elle avait tout gardé exactement comme il l'avait laissé. Son manteau était toujours suspendu près de la porte. Ses bottes reposaient sous le banc où il les avait laissées ce dernier matin, avant de partir pour la montagne. Elle se disait que ce n'était pas de la dévotion morbide, juste une incapacité à opérer la rupture finale qui viendrait en rangeant ses affaires. Ce village des Pyrénées avait été le rêve. Un bourg rural niché sur le versant oriental des montagnes, assez petit pour que tout le monde connaisse ses voisins, assez grand pour abriter une épicerie, une église et un cabinet médical. Ils étaient arrivés 23 ans plus tôt avec pour seul bien leur détermination et l'amour qu'ils se portaient. Ils avaient acquis 60 hectares en vertu d'une loi d'acquisition de terre et bâti leur vie à partir de rien. Stéphane avait alors 32 ans, fort comme un bœuf et 2 fois plus têtu. Elle en avait 28, élevée dans une ferme du Limousin et n'ayant pas peur du labeur. Ils s'étaient rencontrés lors d'un bal champêtre dans une petite ville de la région, s'étaient mariés 3 mois plus tard contre la volonté de son père, et étaient partis vers le sud avec une charrette pleine d'outils et d'espoir. Les premières années avaient été brutales. La sécheresse, les hivers rigoureux, des récoltes qui échouaient plus souvent qu'elles ne réussissaient. Mais ils avaient survécu ensemble, leur lien se renforçant à chaque épreuve surmontée. Elle se souvenait de la façon dont il la regardait, de l'autre côté de la table, après une journée particulièrement difficile. Son visage buriné s'éclairant de ce sourire en coin qui avait capturé son cœur lors de ce bal. « On est toujours là, ma Sacha, disait-il. C'est ça qui compte. On est toujours là. » Ce surnom lui serrait encore la poitrine. Personne ne l'avait appelé Sacha depuis le jour où on l'avait enterré. Leurs voisins avaient été bienveillants après le drame. Jean Lefebvre, le vieux fermier dont la propriété jouxtait à l'heure au nord, l'avait aidé avec les gros travaux la première année. Il se présentait sans prévenir avec ses 2 fils pour réparer les clôtures où rentrait le foin, n'acceptant jamais d'autre paiement qu'une tasse de café et une part de ce qu'elle avait cuisiné. Il avait maintenant plus de 70 ans, ses fils gérant la majeure partie de la ferme, mais il passait encore une fois par semaine pour prendre de ses nouvelles. « Tu es trop jeune pour être seul ici », lui avait-il dit plus d'une fois. Stéphane n'aurait pas voulu que tu vives comme ça. Mais elle n'avait jamais pu expliquer à Jean que la solitude était la seule façon qu'elle connaissait d'exister désormais. Le deuil l'avait vidée, et elle avait rempli cet espace vacant avec la routine et l'autonomie. Elle gérait la terre, élevait des poules, entretenait un potager, et échangeait ses œufs et ses légumes contre des provisions au village. C'était une vie étroite, mais c'était la sienne, et elle ne l'obligeait pas à prétendre que la blessure avait guéri alors qu'elle était toujours béante. Manon Rivière tenait l'épicerie du village que son père avait construite 30 ans plus tôt. Elle avait à peine 25 ans, d'une gaieté qui parfois heurtait le tempérament plus sombre de Sandrine, mais elle avait bon cœur et n'était jamais indiscrète. Quand Sandrine venait au village pour ses provisions, Manon préparait sa commande efficacement et engageait une conversation agréable qui ne s'aventurait jamais en territoire inconfortable. Elle semblait comprendre que certaines personnes avaient besoin que leur intimité soit respectée. Le docteur Laurent Vidal était une toute autre affaire. Il était arrivé au village il y a une quinzaine d'années,
avait installé son cabinet dans un petit bâtiment sur la rue principale et était rapidement devenu indispensable à la communauté. Il était compétent, professionnel et totalement indéchiffrable. Quand Stéphane était mort, c'était Laurent qui avait examiné le corps, rédigé le certificat de décès et expliqué à Sandrine, de sa manière calme et clinique, que son mari était tombé d'une falaise en explorant les montagnes. Un accident tragique, rien de plus. Elle ne s'était jamais vraiment attachée à Laurent Vidal. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui restait distant, même lorsqu'il essayait d'être compatissant. Il lui avait offert du laudanum pour le deuil, ce qu'elle avait refusé. Il était passé la voir 2 fois dans les mois qui suivirent, des visites professionnelles pour s'assurer qu'elle ne succombait pas à la mélancolie ou pire. Elle avait toléré son inquiétude et l'avait renvoyée aussi poliment que possible. Le jour qui changea tout avait commencé comme n'importe quel autre. Elle nettoyait le grenier, une tâche qu'elle avait repoussée pendant des mois, triant de vieilles malles et des boîtes accumulées au fil de 2 décennies de mariage. Des grains de poussière dansaient dans le puits de lumière provenant de la petite lucarne. La chaleur là-haut était suffocante, même avec la fenêtre ouverte, et elle travaillait dans sa plus vieille robe, les cheveux attachés avec un foulard, la sueur humidifiant son col. Elle soulevait des lattes de plancher desserrées pour vérifier l'absence de pourriture quand ses doigts effleurèrent quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Un paquet enveloppé dans une toile cirée et coincé dans l'espace entre les solives. Son cœur s'était mis à battre la chamade avant même qu'elle ne sache pourquoi. Un instinct animal reconnaissant que les choses cachées le sont pour une raison. La toile cirée était attachée avec une ficelle nouée avec soin. Elle dut aller chercher des ciseaux pour la couper. À l'intérieur, elle trouva des lettres, au moins une vingtaine, toutes de l'écriture de Stéphane, toutes adressées à personne. Pas des lettres destinées à être postées, mais plutôt un registre, une sorte de journal, chacune datée. La première datée de 18 mois avant sa mort. Ses mains tremblaient en lisant son écriture familière, sa voix lui parvenant si clairement que c'était comme s'il lui parlait directement à travers le gouffre de 10 années. « Si tu lis ceci, commençait la première lettre, alors j'ai failli à ma promesse de tout te dire avant la fin. Je suis désolé, ma Sacha. Je sais combien les secrets entre nous ont coûté par le passé. Mais cette fois, le secret pourrait être la seule chose qui te garde en sécurité. » Elle était restée assise là, dans la chaleur étouffante du grenier, lisant lettre après lettre, sa compréhension de tout ce qu'elle croyait savoir s'effritant à chaque page. Stéphane avait construit quelque chose dans les montagnes. Un chalet, l'appelait-il, bien que sa description suggérât quelque chose de plus. Un refuge, un sanctuaire, un endroit que personne d'autre ne connaissait. Il y avait travaillé pendant la dernière année et demie de sa vie, partant les jours où il lui disait qu'il allait chasser ou vérifier les bornes de leur terrain. Il avait été méticuleux dans sa construction, transportant des matériaux sur un terrain difficile, choisissant un emplacement si reculé que même les chasseurs expérimentés ne tomberaient pas dessus. Mais pourquoi? Les lettres tournaient autour de la question, offrant des indices mais jamais de réponse directe. Il mentionnait se sentir observé, avoir besoin d'un endroit vraiment sûr, faire des préparatifs pour le moment venu. Il y avait des références à notre endroit, comme s'il l'avait construit pour eux deux. Pourtant, il ne lui en avait jamais dit un mot. La dernière lettre était la plus troublante. Le chalet est terminé. Je l'ai approvisionné avec tout ce dont nous aurions besoin, nourriture, eau, bois de chauffage, même certains de tes livres préférés. J'ai pensé à t'y emmener, à te montrer ce que j'ai construit, mais chaque fois que je commence à t'en parler, quelque chose m'arrête. Pas la peur, exactement. Plutôt une certitude qu'une fois que je t'aurai entraîné là-dedans, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu feras partie de tout ce qui suivra. C'est peut-être égoïste. Peut-être que je devrais te faire confiance pour ce choix. Le temps me manque pour décider. Cette lettre était datée d'une semaine avant sa mort. Elle les avait toutes lues 2 fois, cherchant des explications plus claires, ne trouvant que plus de questions. Pourquoi avait-il ressenti le besoin d'un tel secret? À quoi se préparait-il? Et, le plus troublant de tout, pourquoi n'avait-elle jamais remarqué à quel point il était devenu accablé durant ces derniers mois? Mais elle l'avait remarqué. C'était la chose qui faisait le plus mal alors qu'elle était assise dans le grenier, ses mots éparpillés autour d'elle comme des feuilles mortes. Elle l'avait vu devenir distant, préoccupé. Elle avait remarqué la façon dont il sursautait au bruit soudain, la façon dont ses yeux balayaient la lisière des arbres quand il pensait qu'elle ne regardait pas. Elle l'avait remarqué et n'avait rien dit, respectant ce qu'elle supposait être son besoin d'espace, sa façon de régler ce qui le tourmentait.
Maintenant, elle se demandait si son silence avait été du respect ou de la lâcheté. Si elle avait insisté, exigé des réponses, lui aurait-il dit? Cela aurait-il changé quoi que ce soit? Le dernier élément dans le paquet de toile cirée était une carte, dessinée à la main au dos d'une des lettres. Elle montrait des caractéristiques du terrain qu'elle reconnaissait, le triple pic distinctif de la couronne de Morgan à l'ouest, la rivière Clearwater coulant au sud, et un emplacement marqué d'un simple X avec, de l'écriture de Stéphane, notre endroit. Suis le sentier des cerfs depuis la brèche de la Veuve. Elle était descendue du grenier alors que le soleil se couchait, les lettres et la carte serrées dans ses mains. Son esprit vacillait. Elle s'était fait un thé qu'elle n'avait pas bu, était restée assise à la table de la cuisine jusqu'à ce que la pièce s'assombrisse autour d'elle, et avait finalement allumé une lampe pour relire les lettres une fois de plus. À minuit, sa décision était prise. Elle trouverait ce chalet. Elle verrait ce que Stéphane avait construit, et essaierait de comprendre ce qui l'avait poussé à un tel secret. Peut-être y aurait-il plus de réponses là-bas. Peut-être ne trouverait-elle qu'une structure vide et d'autres questions. Quoi qu'il en soit, elle ne pouvait pas laisser tomber. Le deuil avec lequel elle avait appris à vivre s'était fissuré, et en dessous se trouvait un besoin désespéré de savoir, de connaître vraiment l'homme qu'elle avait enterré. Elle passa les 2 jours suivants à se préparer. Elle dit à Jean qu'elle rendait visite à une cousine à Clermont-Ferrand, un mensonge qui lui vint avec une facilité surprenante. Elle prépara des provisions pour une semaine, bien qu'elle espérât être de retour plus tôt. Elle chargea ses sacoches de nourriture, d'un sac de couchage, de son fusil, de munitions et des lettres. Elle étudia la carte jusqu'à pouvoir la voir les yeux fermés. Le matin de son départ, elle se tint une dernière fois sur son porche avec son café, regardant le soleil se lever, et murmura à l'air vide, « Je viens trouver ton secret, Stéphane. Quel qu'il soit, je suis prête à savoir. » Elle n'était pas prête, pas le moins du monde. Mais elle monta sur son cheval et tourna sa tête vers les montagnes quand même, parce que certaines vérités doivent être affrontées, même quand on n'y est pas préparé. Le voyage dans les montagnes prit 2 jours entiers de chevauchée éprouvante. Sandrine suivit la carte de Stéphane avec le genre de concentration qui vient quand on n'a rien d'autre à quoi se raccrocher. Le terrain devint plus accidenté à mesure qu'elle grimpait, les chemins bien tracés cédant la place à des sentiers de gibier, puis à l'absence totale de sentiers. Son cheval, une jument robuste nommée Patience, avançait prudemment sur les roches meublées à travers d'épaisses forêts de pins. La première nuit, elle campa près d'un petit ruisseau où l'eau coulait, claire et froide, sur des pierres lisses. Elle alluma un feu, plus pour le réconfort que pour la chaleur. Les nuits d'été à cette altitude étaient fraîches, mais pas froides. Elle mangea du saucisson sec et du pain de campagne, but l'eau du ruisseau, et s'allongea dans son sac de couchage, fixant les étoiles si nombreuses et si brillantes qu'elles semblaient à portée de main. Elle était déjà venue dans ces montagnes, des années auparavant, quand Stéphane et elle découvraient encore les terres autour de leur maison de campagne. Il y avait un belvédère particulier qu'il aimait, un endroit où les aigles nichaient dans la falaise et d'où l'on pouvait voir à des kilomètres à la ronde les vallées en contrebas. Y avait emmené durant leur 2e été dans les Pyrénées, avait étalé une couverture sur le rocher chauffé par le soleil, et ils avaient passé un après-midi à regarder les aigles planer. « Je pourrais rester ici pour toujours », lui avait-il dit, sa main dans la sienne. « Juste toi, moi et le ciel. » Elle avait ri de son romantisme. On mourait de faim en une semaine. Détail, avait-il dit en lui embrassant la tempe. Pourquoi faut-il toujours que tu sois si pragmatique? Le souvenir lui noua la gorge. Elle se tourna sur le côté dans son sac de couchage, tirant la couverture plus haut, et se força à penser à l'itinéraire du lendemain plutôt qu'au passé. Le matin vint avec le chant des oiseaux et la brume s'élevant du ruisseau. Elle prit un petit déjeuner froid, rangea son campement efficacement et était de nouveau en selle avant que le soleil n'ait complètement franchi les sommets de l'est. Selon la carte, la brèche de la Veuve se trouvait à 4 heures de route au nord-ouest, en suivant le ruisseau en amont jusqu'à l'endroit où il se rétrécissait pour finalement disparaître dans un enchevêtrement de blocs de granit. Elle trouva la brèche juste après midi. C'était exactement comme Stéphane l'avait dessiné, une fissure étroite entre 2 parois rocheuses massives, à peine assez large pour un cheval et son cavalier. Le nom venait d'une veuve qui avait tenté de traverser les montagnes en hiver 30 ans plus tôt et était morte dans une tempête de neige quelque part dans ses cols. Sandrine avait entendu l'histoire des anciens du village, bien que les détails variaient à chaque récit. Le sentier des cerfs que Stéphane avait marqué sur la carte fut plus difficile à trouver. Elle dut descendre de cheval et chercher à pied, menant Patience le long de la base de la falaise jusqu'à ce qu'elle repère ce qui aurait pu être un chemin, une légère dépression dans le sol rocheux.
Quelques branches étaient pliées d'une manière qui suggérait un passage régulier. C'était le genre de sentier qu'on manquerait complètement à moins de savoir où chercher. Le chemin grimpait en lacets serrés sur la face et de la falaise. Par endroits, Sandrine devait persuader Patience de franchir des obstacles qui faisaient renifler la jument de mécontentement. Le soleil tapait sur eux sans pitié, et bientôt le cheval et la cavalière furent trempés de sueur malgré l'air frais de la montagne. Pendant qu'ils grimpaient, l'esprit de Sandrine dériva vers les derniers mois avant la mort de Stéphane. Elle pouvait voir maintenant, avec la clarté que confèrent la distance et la découverte, à quel point il avait changé. Il avait commencé à rentrer plus tard de ses sorties, toujours avec des explications raisonnables, une clôture qui nécessitait plus de travail que prévu, un tronçon de terrain difficile qui le ralentissait, du gibier qui l'entraînait plus loin qu'il ne l'avait prévu. Elle avait accepté les explications parce qu'elle lui faisait confiance, parce qu'en 21 ans de mariage, il ne lui avait jamais donné de raison de ne pas le faire. Mais il y avait eu d'autres changements, plus subtils. La façon dont il faisait une pause avant de répondre à des questions simples, comme s'il triait ce qu'il pouvait dire en toute sécurité. Les nuits où elle se réveillait pour le trouver debout à la fenêtre, fixant l'obscurité, la tension dans ses épaules qui ne se relâchait jamais complètement, même quand ils étaient seuls ensemble. « Est-ce que ça va ?» lui avait-elle demandé une fois, environ un mois avant sa mort. Ils étaient assis sur le porche après le dîner, regardant le coucher de soleil peindre les nuages de teintes pourpre et dorées. Il l'avait regardée avec une expression qu'elle n'avait pas tout à fait su déchiffrer. Quelque chose entre l'amour, la tristesse et une terrible résignation lasse. « Je vais bien, ma Sacha. Juste fatiguée. »« Tu es fatiguée depuis des semaines. C'est la saison. Beaucoup de travail à faire avant l'hiver. » Elle avait laissé tomber, car pousser Stéphane quand il n'était pas prêt à parler ne faisait que le faire se replier davantage. Elle l'avait appris au début de leur mariage. Il finissait toujours par revenir, partageant ce qui le tourmentait en son temps. Sauf qu'il n'avait plus eu le temps. Le sentier finit par s'aplanir sur une étroite corniche qui longeait la paroi de la falaise. Sandrine s'arrêta pour laisser Patience se reposer et pour vérifier la carte. Selon les indications de Stéphane, le chalet devait être proche maintenant, à moins d'1,5 km. À un endroit où la corniche s'élargissait et où la falaise se courbait en un amphithéâtre naturel, elle but à sa gourde, donna de l'eau à Patience dans son chapeau, et continua d'avancer. La corniche était assez large pour se sentir en sécurité, mais assez étroite pour qu'elle garde les yeux sur le chemin plutôt que de regarder le vide en contrebas. La paroi rocheuse à sa gauche était chaude du soleil, striée de dépôts minéraux de couleur rouille, ocre et violet profond. Puis elle contourna une courbe de la falaise et le vit. Le chalet reposait sur une large plateforme rocheuse qui avançait depuis le flanc de la montagne, comme une estrade naturelle. Il était petit, une pièce, peut-être deux, construit avec des rondins qui avaient vieilli jusqu'à un gris argenté. La construction était solide, bien ajustée, le genre de travail qui témoignait de compétence et de patience. Mais ce qui coupa le souffle de Sandrine ne fut pas le chalet lui-même. C'était la fumée qui s'élevait de la cheminée. Elle resta figée en selle, fixant la fine colonne de fumée grise qui montait en spirale dans le ciel bleu. Quelqu'un était là. Quelqu'un était dans le chalet secret de Stéphane, en ce moment même. Son cœur martelait ses côtes. Son premier instinct fut de faire demi-tour, de redescendre la montagne, de prétendre qu'elle n'avait jamais trouvé cet endroit. Mais alors même que la pensée se formait, elle descendait de cheval, attachant la bride de Patience à un pin qui poussait dans une fissure du rocher, et vérifiant que son fusil était chargé. Elle s'approcha lentement du chalet, ses bottes silencieuses sur la pierre. En se rapprochant, des détails émergèrent qui lui firent se hérisser les poils de la nuque. Il y avait sa couverture, la bleue et blanche qu'elle avait tissée 5 hivers plus tôt, soigneusement pliée sur le banc du porche. Elle avait cherché cette couverture pendant des semaines après sa disparition, concluant finalement qu'elle avait dû l'oublier quelque part au village. Les outils suspendus à des crochets à côté de la porte étaient disposés exactement comme elle les aurait arrangés, pas comme Stéphane le faisait jamais. Il était négligent avec les outils, les suspendant là où il y avait de la place. C'était elle qui insistait pour que le marteau soit à côté de la scie, la hache à côté du coin, tout à sa place logique. Un seau était posé à côté de la porte, rempli d'eau fraîche. La surface ondulait encore comme si quelqu'un venait de le remplir. La porte était légèrement entr'ouverte. Sandrine épaula son fusil, le doigt le long du pontet, pas encore sur la détente. Elle avait grandi entourée d'armes à feu et savait qu'il ne fallait pas risquer un tir accidentel.
Elle se déplaça sur le côté de la porte, écoutant. Aucun son de l'intérieur. Aucun mouvement. Juste le murmure du vent dans les pins et l'appel lointain d'un faucon. « Hola !» cria-t-elle, sa voix forte malgré le tremblement dans sa poitrine. « Je sais que vous êtes là. Je suis armée. Sortez où je peux vous voir. » Rien. Elle attendit une minute entière, puis une autre. La fumée continuait de s'élever de la cheminée. Celui qui avait été là récemment avait dû fuir en l'entendant approcher. Mais alors, pourquoi laisser la lampe allumée? Pourquoi ne pas fermer la porte? Elle la poussa avec sa botte, le fusil levé, balayant l'intérieur. Le chalet était vide. Une seule pièce, comme elle l'avait deviné, avec une mezzanine au-dessus, un poêle à bois dans le coin avec une casserole de quelque chose qui sentait le café, encore chaud sur le dessus. Une table, 2 chaises, des étagères avec des provisions bien organisées. Un lit le long d'un mur avec des courtes pointes qu'elle reconnut. Elle les avait faites elle-même, données à une œuvre de charité des années auparavant quand elle faisait du tri. Mais ce sont les objets sur la table qui lui firent abaisser son fusil, ses doigts gourds. Une tasse en fer blanc, encore chaude au toucher. À côté, une assiette avec des miettes de pain. Quelqu'un avait mangé récemment, peut-être quelques minutes avant son arrivée. Et à côté de l'assiette, un journal relié en cuir, fermé, avec un crayon posé dessus. Sandrine ramassa le journal avec des mains tremblantes et l'ouvrit à la première page. L'écriture de Stéphane remplissait les pages. Des dates remontant à 1 an et demi, exactement comme les lettres l'avaient indiqué. Des entrées quotidiennes sur la construction du chalet, des notes sur les provisions, des observations sur la météo et la faune. Mais ces entrées ne s'arrêtaient pas il y a 10 ans, avec sa mort. La plus récente était datée de la veille. Les genoux de Sandrine fléchirent. Elle s'assit lourdement sur la chaise, le journal serré contre sa poitrine, son esprit refusant de traiter ce qu'elle voyait. Ce n'était pas possible. Elle avait enterré Stéphane. Elle s'était tenue près de sa tombe et les avait regardés descendre le cercueil dans la terre. Laurent Vidal avait examiné le corps, confirmé son identité, ce qu'il en restait après la chute qui l'avait tué. Ce devait être un piège. Quelqu'un lui jouait une farce cruelle. Mais qui? Qui d'autre connaissait même l'existence de ce chalet? Elle se força à lire l'entrée la plus récente. Ses yeux luttaient pour se concentrer à travers les larmes qui brouillaient sa vision. Le temps se gâte. Je dois monter plus de bois avant la première neige. J'ai vu un lynx hier sur le sentier sud. Un grand mâle. Probablement le même que j'ai vu au printemps dernier. Il ne semblait pas s'intéresser à moi, juste de passage. Je n'arrête pas de penser à Sacha, me demandant si elle va bien. 10 ans maintenant. J'espère qu'elle a trouvé un peu de paix. J'espère qu'elle ne m'en veut plus d'être partie comme je l'ai fait. Mais je ne pouvais pas lui dire. Je ne pouvais pas risquer de l'entraîner là-dedans. Les hommes de Delacroix cherchent toujours, surveillent toujours. Tant qu'ils me croient mort, elle est en sécurité. Ça doit suffire. Le journal tomba de ses mains et heurta le sol avec un bruit sourd qui sembla trop fort dans le chalet silencieux. Stéphane était vivant. Sandrine resta assise sur la chaise pendant ce qui aurait pu être des minutes ou des heures, son esprit un bruit blanc de choc et d'incrédulité. Le journal gisait sur le sol où il était tombé, pages ouvertes. Le café sur le poêle avait cessé de fumer. La lumière traversant la fenêtre avait changé d'angle, suggérant que le temps passait, même si elle se sentait suspendue en dehors de lui. Stéphane était vivant. Les mots n'avaient aucun sens, peu importe combien de fois elle les répétait dans sa tête. Elle l'avait pleuré. Elle avait versé des larmes sur sa tombe. Elle avait passé 10 ans à apprendre à exister dans un monde sans lui. Et pendant tout ce temps, il avait été ici, vivant dans ce chalet secret, écrivant dans son journal, se cachant d'elle. Le chagrin qu'il avait défini pendant une décennie se transforma en un instant en autre chose, une fureur blanche qui fit trembler ses mains et rétrécir sa vision. Il l'avait laissé croire qu'il était mort. Il l'avait laissé enterrer le corps que Laurent Vidal avait identifié comme le sien. Il l'avait laissé souffrir chaque jour solitaire et chaque nuit blanche pendant 10 ans alors qu'il était vivant, respirant et buvant du café dans ce chalet. Elle se leva d'un bond, renversant la chaise. Elle voulait jeter quelque chose, briser quelque chose, hurler dans l'air de la montagne jusqu'à ce que sa gorge soit à vif. Au lieu de cela, elle arpenta le petit chalet comme un animal en cage, ses bottes bruyantes sur le plancher de bois.
Pourquoi? Pourquoi lui aurait-il fait ça? Le journal. Les réponses devaient être dans le journal. Elle le ramassa du sol, se forçant à respirer lentement, à penser clairement, malgré la rage et la confusion qui bouillonnaient en elle. Elle se rassit, redressant d'abord la chaise, et commença à lire depuis le début. Les premières entrées concernaient la construction du chalet. Stéphane avait été méthodique, détaillant chaque étape du processus, les défis de l'acheminement des matériaux en montagne, la satisfaction de voir la structure prendre forme. Il y avait de l'amour dans ses entrées, de la fierté dans son travail. Il le décrivait comme « notre sanctuaire », comme s'il avait toujours eu l'intention qu'elle en fasse partie. Mais d'autres choses étaient entrelacées dans ses premières entrées. Des mentions d'être suivis au village. Un cavalier étrange qui avait posé trop de questions sur leur maison de campagne. Des outils qui disparaissaient de la grange pour réapparaître mystérieusement. De petites choses qui, individuellement, ne signifiaient rien, mais qui, ensemble, suggéraient que quelqu'un observait, testait, se préparait. 3 mois après le début du journal, le ton changea. Je l'ai vu aujourd'hui. Marc Bernard. Il se tenait de l'autre côté de la rue, en face de l'épicerie du village, observant notre charrette pendant que Sacha était à l'intérieur. Les mêmes yeux morts que je me souviens de la mine. Il n'a pas essayé de se cacher. Il voulait que je le voie. Il voulait que je sache qu'il était de retour. Je pensais que Delacroix m'avait oublié après toutes ces années. Je me trompais. Les mains de Sandrine se crispèrent sur le journal. Marc Bernard. Le nom ne lui disait rien. Et qui était Delacroix? Elle continua à lire, avide de comprendre, même si chaque page épaississait le mystère. Stéphane écrivait sur de vieilles peurs qui refaisaient surface, sur un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui et qui le rattrapait. Il mentionna la mine de l'Argentière plus d'une fois, et à chaque fois, son écriture devenait plus serrée, plus contrôlée, comme si le souvenir l'obligeait à verrouiller ses émotions. Sacha ne sait rien de l'Argentière. Je ne lui ai jamais dit ce qui s'est passé là-bas, ce que j'ai vu. Je l'ai laissé croire que j'avais quitté la gendarmerie parce que j'étais fatigué du travail, que je voulais une vie plus tranquille. Une partie de cela était vrai. Mais la vraie raison, c'était la menace de Delacroix. Témoigne et tous ceux que tu aimes paieront le prix. Alors je n'ai pas témoigné. J'ai gardé le silence, rendu mon insigne et je me suis enfui. Et depuis, je regarde par-dessus mon épaule. Les mots frappèrent Sandrine comme un coup physique. Stéphane avait été gendarme quand ils s'étaient rencontrés. Elle le savait. Mais il avait quitté son poste 1 an avant leur mariage, lui disant qu'il voulait se concentrer sur la construction de leur maison. Elle n'avait jamais remis cela en question. Elle était si amoureuse de lui, si excitée par leur avenir commun qu'elle avait accepté son explication sans creuser davantage. Quoi d'autre ne savait-elle pas sur l'homme qu'elle avait épousé? Les entrées continuaient, traçant la paranoïa croissante de Stéphane. Il commença à varier ses itinéraires pour se rendre au village, vérifiant constamment derrière lui, dormant avec un fusil chargé à côté du lit. Il mentionna avoir trouvé des traces près de leur propriété qui n'appartenaient ni à des voisins ni à des voyageurs connus. Une entrée décrivait avoir vu un homme avec des jumelles observer leur maison depuis une crête lointaine. Je construis ce chalet pour Sacha. Si les hommes de Delacroix viennent me chercher, elle a besoin d'un endroit où fuir, un endroit qu'ils ne trouveront pas. Je l'approvisionne, assez pour des mois si nécessaire. Je le lui montrerai quand ce sera fini. Je lui expliquerai tout. Je lui ferai promettre de venir ici si quelque chose m'arrive. Elle sera en colère que j'ai gardé ce secret si longtemps. Elle sera furieuse quand elle apprendra pour l'Argentière. Mais au moins, elle sera en vie. Sauf qu'il ne le lui avait jamais montré. Il était mort, ou avait disparu, avant de tenir cette promesse. Sandrine tourna la page et trouva une feuille de papier volante glissée entre les entrées du journal. C'était une coupure de journal jaunie par le temps. La date imprimée en haut, 14 septembre 1865. 15 ans plus tôt. Le titre disait « Cette mort dans l'effondrement de la mine de l'Argentière. Enquête en cours ». Elle lut attentivement l'article. La mine, située à environ 60 km à l'ouest du village, avait été l'un des plus riches gisements d'argent du territoire. L'effondrement s'était produit lors d'un quart de nuit, piégeant cette mineure dans une galerie qui s'était ensuite inondée à cause d'une source souterraine. Aucun des hommes n'avait survécu. Le propriétaire de la mine, Henri Delacroix,
avait exprimé ses plus sincères condoléances et promis une enquête approfondie. L'article mentionnait l'adjoint Stéphane Dubois comme enquêteur principal. Il y avait une deuxième coupure datée de 2 semaines plus tard, la catastrophe de la mine de l'Argentière jugée accidentelle. Aucune poursuite pénale engagée. Et une troisième, datée d'1 mois après, l'adjoint Dubois démissionne. Cite des raisons personnelles. Sandrine mit les coupures de côté et continua à lire le journal. Stéphane avait consacré plusieurs entrées à expliquer ce que les articles de journaux n'avaient pas dit, ce qu'il avait découvert lors de son enquête et pourquoi il avait finalement gardé le silence. L'effondrement de la mine n'avait pas été un accident. Stéphane avait trouvé des preuves de sabotage délibéré, des poutres de soutènement qui avaient été partiellement sciées, des trous de forage qui suggéraient que quelqu'un savait exactement où affaiblir la structure de la galerie. Mais plus accablant encore, il avait découvert des preuves de détournement de fonds. Henri Delacroix avait écrémé les bénéfices de la mine pendant des années, falsifiant les registres, cachant le vol à ses investisseurs. Les 7 hommes qui sont morts étaient des témoins. Ils avaient vu les divergences dans les expéditions de minerais, remarqué que les chiffres ne correspondaient pas. L'un d'eux, un homme nommé Louis Moreau, avait tenu ses propres registres, prévoyant de dénoncer Delacroix aux autorités territoriales. Stéphane avait trouvé les registres de Moreau cachés chez sa veuve. Il avait rassemblé suffisamment de preuves pour prouver à la fois le détournement de fonds et la nature délibérée de l'effondrement. Il s'apprêtait à arrêter Delacroix lorsque le propriétaire de la mine lui avait fait une offre. « Disparais ou tous ceux que tu aimes meurent. Ta mère à Saint-Louis, ta sœur à Lyon, cette jolie fille que tu courtises, Sandrine, n'est-ce pas? Les accidents sont si faciles à organiser. Réfléchis bien avant de faire ton choix. » Stéphane avait choisi le silence. Il avait détruit la plupart de ses preuves, démissionné de son poste et quitté la ville en moins d'1 semaine. Il avait épousé Sandrine 2 mois plus tard, ne lui disant jamais pourquoi il avait vraiment quitté la gendarmerie, ne mentionnant jamais la menace qui pesait sur leurs 2 têtes. Pendant 14 ans, il avait cru que la menace s'était estompée. Delacroix s'en était tiré avec le meurtre et le vol. L'affaire était classée. La vie continuait. Jusqu'à ce que Marc Bernard apparaisse au village, observant leur maison, s'assurant que Stéphane se souvienne que Delacroix n'oubliait jamais. Les entrées du journal des derniers mois étaient douloureuses à lire. Stéphane avait été déchiré entre tout dire à Sandrine et la protéger par l'ignorance. Il avait écrit des pages entières à débattre avec lui-même, pesant les risques, essayant de trouver un chemin qui la garderait en sécurité. Finalement, il avait choisi le chalet. Il avait choisi le secret. Il avait fini de construire le refuge et prévoyait de l'y amener, de tout lui expliquer, de s'assurer qu'elle comprenne où fuir si le pire arrivait. La dernière entrée avant sa prétendue mort était datée de 3 jours avant ses funérailles. Demain, j'implique François dans cette affaire. C'est le seul en qui je peux avoir confiance. Si les hommes de Delacroix viennent me chercher, François mettra Sacha en sécurité. J'aurais dû faire ça il y a des mois. J'ai été un imbécile. Pensant que je pouvais gérer ça seul, pensant que je pouvais la protéger en la laissant dans l'ignorance. Demain, je dis tout à François. Demain, je commence à arranger les choses. Sandrine ferma le journal, les mains tremblantes. François Legrand. Elle connaissait ce nom. Il avait été le partenaire de Stéphane quand ils étaient tous les deux à la gendarmerie. Elle l'avait rencontré quelques fois dans les premières années de son mariage, avant que Stéphane ne quitte son poste. Un homme calme, sérieux, absolument loyal à Stéphane. Elle ne l'avait pas vu depuis des années. Elle ne savait même pas qu'il était encore dans la région. Mais apparemment, il avait été là tout ce temps, gardant les secrets de Stéphane, entretenant ce chalet, attendant qu'elle trouve son chemin vers la vérité. La lumière de l'après-midi déclinait quand Sandrine mit enfin le journal de côté et commença une fouille plus approfondie du chalet. Le choc initial s'était transformé en quelque chose de plus dur, une froide détermination à trouver chaque parcelle de vérité que Stéphane lui avait cachée. S'il était vivant, s'il avait orchestré cette tromperie élaborée, alors elle découvrirait tout, chaque secret, chaque mensonge. Elle commença par les étagères. Elles étaient bien approvisionnées en conserves, haricots secs, farine, sel, café. Assez pour durer des mois, peut-être plus avec le rationnement. Elle reconnut certains des contenants de son propre garde-manger, des choses qui avaient disparu au fil des ans et qu'elle avait attribuées à sa propre distraction. Sous le lit, elle trouva une caisse en bois contenant des munitions, un fusil de rechange et un revolver qu'elle reconnut comme ayant appartenu au père de Stéphane.
Il lui avait dit qu'il l'avait perdu lors d'un de leurs déménagements. Apparemment non. La mezzanine était accessible par une échelle intégrée au mur. Sandrine grimpa, sa tête émergeant dans un espace juste assez haut pour s'asseoir. Il y avait un sac de couchage là-haut, soigneusement plié, et plusieurs livres, dont 3 qu'elle lisait avant qu'ils ne disparaissent mystérieusement. Une lanterne était suspendue à un crochet dans la poutre du plafond. Et dans le coin, enveloppée dans de la toile cirée comme les lettres de son grenier, elle trouva une boîte en bois sculptée. Elle reconnut la boîte immédiatement. Stéphane l'avait fabriquée la 2e année de leur mariage, sculptée d'un motif complexe de feuilles et de vignes. Il la lui avait offerte pour leur anniversaire, et elle y gardait ses biens les plus précieux, l'alliance de sa mère, des lettres de sa sœur, une mèche de cheveux de leur fille mort-née. Elle avait disparu de leur chambre il y a 5 ans, et elle avait été dévastée par la perte. Maintenant, elle était là, cachée dans une mezzanine dans un chalet secret. Sa présence, une autre preuve que Stéphane avait planifié cela depuis bien plus longtemps qu'elle ne l'avait imaginé. Elle la descendit de l'échelle avec précaution et la posa sur la table. Le couvercle s'ouvrit en douceur, les charnières toujours solides. À l'intérieur, elle trouva l'alliance de sa mère et les autres objets personnels, tous soigneusement conservés. Mais il y avait de nouveaux ajouts, des choses que Stéphane avait ajoutées. Des coupures de journaux, plus nombreuses que celles glissées dans son journal. Elle les étala sur la table, les organisant par date. Elle racontait une histoire qui lui glaça le sang. La première était l'article sur l'effondrement de la mine de l'Argentière. Les articles suivants détaillaient l'enquête, la décision officielle de mort accidentelle, la démission de Stéphane. Mais il y en avait d'autres, datés des années plus tard. La mine de l'Argentière rouvre sous une nouvelle direction. Delacroix étend ses opérations. Le gouverneur territorial nomme Delacroix à la commission de sécurité minière. Henri Delacroix nommé homme d'affaires de l'année. L'homme qui avait assassiné 7 mineurs et menacé Stéphane pour le réduire au silence non seulement avait échappé à la justice, mais il avait prospéré. Il était devenu puissant, influent, bien entouré. Il y avait une autre coupure, plus récente, datée d'il y a seulement 2 ans. Adjoint du maréchal retrouvé mort, suicide apparent. L'article était bref, offrant peu de détails au-delà du nom du maréchal, Guillaume Leroy, et du lieu où son corps avait été trouvé. Mais quelqu'un avait entouré le nom à l'encre rouge et écrit dans la marge, il enquêtait sur Delacroix. Les mains de Sandrine devinrent froides. Combien de personnes Delacroix avait-il tué pour protéger ses secrets? Elle trouva d'autres objets dans la boîte. Un insigne de gendarme, pas celui de Stéphane, mais celui de quelqu'un d'autre. Le nom gravé au dos, Louis Moreau, l'un des mineurs morts dans l'effondrement. Une liste de noms écrite de la main de Stéphane. 7 noms qu'elle supposa être ceux des mineurs morts. 2 autres noms avec des points d'interrogation à côté, et en bas, encerclés plusieurs fois, Philippe Brunel, vivant. Elle n'avait aucune idée de qui était Philippe Brunel, mais le fait que Stéphane ait encerclé le nom avec tant d'emphase suggérait qu'il était important. Il y avait un dernier élément au fond de la boîte. Un morceau de papier plié qui semblait différent des coupures de journaux, plus lourd, plus officiel. Elle le déplia avec soin. C'était une carte de géomètre, dessinée professionnellement, montrant une section des montagnes à l'ouest du village. 3 emplacements étaient marqués de X à l'encre rouge. À côté de chaque X, un numéro, 1, 2, 3. Et au bas de la carte, de la main de Stéphane, preuves enterrées. Assurance. Sandrine fixa la carte, son esprit tournant à toute vitesse. Stéphane avait enterré des preuves. 3 caches distinctes cachées dans les montagnes. Une assurance contre le pouvoir et l'influence de Delacroix. S'il lui arrivait quelque chose, quelqu'un pourrait récupérer ces preuves et enfin traduire Delacroix en justice. Mais qui était censé être ce quelqu'un? François? Ou Stéphane avait-il toujours eu l'intention que ce soit elle? Elle trouva une note glissée derrière la carte, adressée à personne. Si tu lis ceci, j'ai échoué. Je n'ai pas pu l'arrêter. Je n'ai pas pu protéger tout ce que j'aurais dû. Mais tu peux finir ce que j'ai commencé. Les preuves sont enterrées à ces 3 endroits. Tout ce dont tu as besoin pour prouver ce que Delacroix a fait. Le détournement de fonds, les meurtres, tout. Apporte-le aux maréchaux fédéraux à Lyon. Ne fais pas confiance à la loi locale. La moitié d'entre eux sont sur la liste de paix de Delacroix. Ne fais pas confiance à Vidal.
Il a examiné les corps de la mine, a conclu à des morts accidentelles alors que n'importe quel médecin compétent aurait vu les signes de violence. Il a été acheté. Laurent Vidal. Le nom la frappa comme un coup de poing. Le médecin qui avait examiné le corps de Stéphane, qui avait rédigé le certificat de décès, qui l'avait regardé dans les yeux et lui avait dit que c'était un accident tragique. Stéphane savait que Vidal était corrompu. Il le savait et n'avait rien dit, car parler l'aurait mis en danger. La note continuait, « Je suis désolé de t'avoir caché ça, Sacha. Je suis désolé pour tout. Je pensais te protéger en te laissant dans l'ignorance. Peut-être que j'étais juste un lâche. Peut-être que j'aurais dû te faire confiance avec la vérité depuis le début. Si je pouvais tout recommencer. » La phrase se terminait là, inachevée, comme si Stéphane avait été interrompu ou avait changé d'avis sur ce qu'il voulait dire. Sandrine plia la note avec soin et la remit dans la boîte avec la carte. Ses mains étaient stables maintenant, son esprit clair. Le choc initial s'était consumé, laissant derrière lui quelque chose de plus dur et de plus tranchant. Stéphane était vivant. Il avait simulé sa mort pour échapper à l'emprise de Delacroix. Il l'avait laissé le pleurer pendant qu'il se cachait dans les montagnes, rassemblant des preuves, montant son dossier. Et Laurent Vidal l'avait aidé à le faire. La prise de conscience aurait dû lui apporter du soulagement. Son mari n'était pas mort mais au lieu de cela, elle provoqua un complexe d'émotions qu'elle ne pouvait démêler, la rage de la tromperie, le chagrin pour les 10 années qu'ils avaient perdues, la peur de ce que Delacroix pourrait faire s'il découvrait que Stéphane était vivant, et sous tout cela, un amour têtu et féroce qui n'était pas mort malgré tout. Elle se tint à la fenêtre, regardant le soleil descendre vers les sommets de l'ouest. Stéphane avait été ici la veille. Il pourrait être tout près maintenant, observant le chalet, se demandant qui était arrivé. Ou il pourrait être à des kilomètres de là, vérifiant l'une de ses caches de preuves, ignorant qu'elle avait enfin trouvé ce qu'il avait laissé derrière lui. Quoi qu'il en soit, elle ne partait pas. Elle resterait dans ce chalet, dormirait dans son lit, mangerait sa nourriture et attendrait. Il reviendrait éventuellement. Il le devait. C'était son sanctuaire, sa base d'opération. Et quand il franchirait cette porte, elle aurait des questions. Tellement de questions. La nuit tomba rapidement dans les montagnes. Sandrine alluma la lampe, ajouta du bois dans le poêle et se prépara un repas simple avec les provisions des étagères. Elle mangea méthodiquement, ne goûtant rien, son esprit occupé par tout ce qu'elle avait appris. Après avoir mangé, elle s'assit à la table et relut les entrées du journal. Cette fois, cherchant des schémas, des indices sur les allées et venues actuelles de Stéphane. Il mentionnait vérifier régulièrement le sentier sud, à la recherche des hommes de Delacroix. Il écrivait avoir vu le même lynx à plusieurs reprises, suivant ses déplacements sur le territoire. Il notait les schémas saisonniers des cerfs et des chevreuils, les meilleurs endroits pour chasser, les sources d'eau qui restaient fiables même en période de sécheresse. Il vivait comme un fantôme, réalisa-t-elle, se déplaçant dans les montagnes avec le genre de connaissances qui venaient d'années d'observation attentive, évitant le contact humain, survivant grâce à son habileté et sa prudence. Comme il avait dû être seul, comme il avait dû être isolé. Elle essaya de ressentir de la sympathie pour sa situation, mais ne trouva que de la colère. Il avait choisi cela. Il avait choisi de la quitter, de la laisser le pleurer, de passer 10 ans en exil volontaire plutôt que de lui faire confiance avec la vérité. Vers minuit, elle l'entendit. Le crissement doux de bottes sur le gravier à l'extérieur. La main de Sandrine se posa sur le fusil appuyé contre le mur à côté de sa chaise. Elle le souleva silencieusement, vérifia qu'il était chargé et se déplaça sur le côté de la porte où elle ne serait pas visible de l'extérieur. Les pas s'approchèrent lentement, délibérément. Qui que ce soit, il n'essayait pas de cacher sa présence. Les pas atteignirent le porche, s'arrêtèrent, puis une voix, rauque de fatigue et de quelque chose qui aurait pu être du soulagement, « Sandrine. Il a dit que vous viendriez, un jour ou l'autre. » Pas Stéphane. Quelqu'un d'autre. Sandrine garda le fusil levé, le doigt le long du pontet. « Montrez-vous. » Lentement. « Gardez vos mains où je peux les voir. » La porte s'ouvrit avec précaution, et un homme entra dans la lumière de la lampe. Il avait la soixantaine, le visage buriné et le corps mince, avec des cheveux gris et une barbe qui avait besoin d'être taillée. Ses mains étaient levées à hauteur d'épaule, vides. Ses yeux, d'un bleu pâle et fatigué, se fixèrent sur elle avec une expression mêlée de lassitude et de soulagement. « François Legrand, dit-il. J'étais avec Stéphane quand il était à la gendarmerie.
J'entretiens ce chalet pour lui, attendant le jour où vous trouveriez votre chemin jusqu'ici. Sandrine n'abaissa pas le fusil. Prouvez-le. François se déplaça lentement, plongeant 2 doigts dans la poche de son manteau. Il en sortit un portefeuille en cuir usé et le jeta doucement sur la table. Mon ancien insigne est dedans. Une photo aussi, de l'époque où Stéphane et moi travaillions ensemble. Elle ramassa le portefeuille d'une main, l'ouvrit. L'insigne de gendarme était terni, mais authentique. La photographie montrait 2 jeunes hommes en uniforme, debout côte à côte. L'un était sans conteste Stéphane, âgé d'environ 25 ans, plein de confiance et de détermination. L'autre était François, des décennies plus jeune mais reconnaissable. Sandrine posa le portefeuille mais garda le fusil pointé sur lui. Comment savoir que vous êtes vraiment de son côté? Comment savoir que vous ne travaillez pas pour Delacroix? Vous ne le savez pas, dit simplement François. Mais si je travaillais pour Delacroix, vous seriez déjà morte. Je surveille le sentier depuis midi. Je vous ai vu arriver. J'aurais pu vous abattre à tout moment. Au lieu de ça, j'ai attendu la nuit, je suis entré par la porte d'entrée et je me suis annoncé. Ce n'est pas comme ça qu'on tue quelqu'un. C'est comme ça qu'on se présente à quelqu'un qu'on essaie d'aider. C'était un bon argument. Sandrine abaissa légèrement le fusil, mais ne le posa pas. Stéphane est vivant. Oui. Vous l'avez aidé à simuler sa mort. Oui. Où est-il? François secoua lentement la tête. Je ne sais pas. C'est la vérité. Et je vois que vous ne me croyez pas, mais c'est pourtant la vérité. Stéphane et moi avions un arrangement. J'entretenais le chalet, je surveillais, je m'assurais que personne ne trouve cet endroit. Il passait tous les quelques mois, me laissait des messages, me faisait savoir qu'il allait bien. Il y a 3 mois, les messages ont cessé. La poitrine de Sandrine se serra. Qu'est-ce que vous voulez dire, cessé? Je veux dire qu'il a de nouveau disparu. Seulement cette fois, je ne pense pas que c'était par choix. François désigna l'une des chaises. Ça vous dérange si je m'assieds? J'ai chevauché la majeure partie de la journée, et mon dos n'est plus ce qu'il était. Sandrine acquiesça, et François s'installa dans la chaise avec un grognement de soulagement. Elle resta debout, le fusil toujours en main, mais pointé vers le sol maintenant plutôt que sur lui. Racontez-moi tout, dit-elle. Commencez par le début. François se frotta le visage avec ses 2 mains, puis se pencha en arrière dans la chaise. Le début, ce serait la mine de l'Argentière. Vous êtes au courant? Je sais que Stéphane a enquêté. Je sais que 7 hommes sont morts. Je sais qu'il a trouvé des preuves de meurtre et de détournement de fonds. Et je sais que Delacroix l'a menacé pour le réduire au silence. Alors vous en savez plus que je ne le pensais. François l'étudia un instant. Stéphane a toujours dit que vous étiez vif d'esprit. Qu'avec assez de pièces du puzzle, vous finiriez par comprendre. Il ne m'a donné que des secrets et des mensonges. Il vous a donné la sécurité, corrigea doucement François. L'influence de Delacroix est grande et sa mémoire est longue. Tous ceux qui l'ont un jour contrarié ont fini morts ou disparu. Stéphane s'est inclus dans cette liste pour vous en tenir à l'écart. En simulant sa mort, il a retourné la situation. François se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Il y a 10 ans, Marc Bernard est venu au village. C'est l'homme de main de Delacroix, celui qui fait le sale boulot, si vous voyez ce que je veux dire. C'est Bernard qui s'est assuré que ces 7 mineurs ne survivent pas à l'effondrement. C'est lui qui a tué le maréchal Leroy il y a 2 ans, quand le roi s'est approché trop près de la vérité. Et il y a 10 ans, il est venu pour Stéphane. Sandrine s'affaissa dans l'autre chaise, ses jambes soudainement instables. Que s'est-il passé? Stéphane savait que Bernard venait. Il s'y attendait depuis des semaines, depuis qu'il avait vu Bernard surveiller la maison. Alors il a tendu un piège. Il m'a dit qu'il montait dans les montagnes pour vérifier le chalet. Il m'a demandé de le suivre un jour plus tard, d'apporter des provisions. Ce qu'il ne m'a pas dit, c'est qu'il s'attendait à ce que Bernard le suive. La voix de François se fit plus basse. Bernard a tendu une embuscade à Stéphane sur un sentier étroit au-dessus du ruisseau du Cuivre. Il pensait probablement lui tirer dessus, pousser le corps dans le vide, faire croire à une chute. Mais Stéphane était prêt. Il s'était caché dans les rochers, avait attendu que Bernard passe, puis l'avait attaqué par derrière.
Et Stéphane était l'un des meilleurs combattants que j'ai jamais connus. Formation militaire avant de devenir gendarme. Il a pris le dessus, a désarmé Bernard, et dans la lutte, c'est Bernard qui est passé par-dessus bord. Il est tombé d'une dizaine de mètres sur les rochers en contrebas. Il s'est brisé le cou. Le souffle de Sandrine se coupa. Stéphane l'a tué. En légitime défense. Mais ça lui a donné une idée. L'expression de François était sombre. Bernard avait à peu près la même taille et la même carrure que Stéphane. Son visage était assez abîmé par la chute. Stéphane a pris une décision sur le champ, descendre le corps de Bernard dans la vallée, prétendre que c'était le sien, et disparaître. Laurent Vidal, dit Sandrine, les pièces s'emboîtant. Vidal a examiné le corps. Vidal était déjà sur la liste de paix de Delacroix. Depuis des années. Stéphane le savait. Il savait que Vidal falsifierait le certificat de décès si le prix était juste. Alors Stéphane a fait l'offre, assez d'or pour mettre Vidal à l'aise, en échange de l'identification du corps de Bernard comme étant celui de Stéphane Dubois, tué dans une chute tragique. Et Vidal a accepté. J'ai aidé Stéphane à mettre en scène l'accident. Puis j'ai descendu le corps de Bernard au village pendant que Stéphane disparaissait ici. Nous avons dit à tout le monde que Stéphane vérifiait des pièges en haute montagne, qu'il était tombé. Que nous l'avions trouvé trop tard. Vidal a fait son examen, si on peut appeler ça comme ça, et a signé le certificat. Vous avez enterré Marc Bernard il y a 10 ans. Stéphane est vivant et se cache depuis. La lampe vacilla, projetant des ombres sur le visage buriné de François. Sandrine resta assise en silence, essayant de tout assimiler. Son mari avait tué un homme en légitime défense, puis avait utilisé le corps pour simuler sa propre mort. Il avait soudoyé un médecin corrompu. Il avait orchestré une tromperie élaborée qui avait dupé tout un village pendant une décennie. Et il avait fait tout cela sans lui en parler. La montre à Gousset, dit-elle soudainement. La montre du père de Stéphane. Je les ai vus l'enterrer avec. François plongea la main dans son gilet et sortit la montre en question. Elle brillait doucement dans la lumière de la lampe, le boîtier gravé captant la flamme. Stéphane me l'a donnée la nuit avant que nous descendions le corps de Bernard. Il m'a dit de la garder en lieu sûr, de l'amener ici au chalet, de la laisser là où vous la trouveriez un jour. Il la posa sur la table entre eux. Il a dit que vous la reconnaîtriez, que cela vous prouverait qu'il avait tout planifié, que rien de tout cela n'était un accident ou une impulsion. Il voulait que vous sachiez qu'il avait pensé à vous, même au milieu de tout le reste. Sandrine prit la montre, sentant son poids familier dans sa paume. Elle avait offert cette montre à Stéphane pour leur 5e anniversaire, l'ayant héritée de son père après le décès du vieil homme. Stéphane l'avait chérie, la remontait chaque matin, la maintenait en parfait état de marche. Elle ouvrit le boîtier. À l'intérieur du couvercle, l'inscription qu'elle avait fait graver, à Stéphane, avec tout mon amour, Sandrine. En dessous, dans une gravure fraîche qui n'était pas là avant, de nouveaux mots, je suis désolé. Je réparerai ça. Je le promets. Sa vision se brouilla de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Sandrine referma le boîtier de la montre d'un clic sec et la reposa sur la table. Elle regarda François, les yeux secs malgré les larmes qui menaçaient de tomber. Vous avez dit que Stéphane avait cessé d'envoyer des messages il y a 3 mois. Parlez-moi de ça. François acquiesça, semblant comprendre son besoin de se concentrer sur l'action plutôt que sur l'émotion. Stéphane et moi avions un système. Tous les 2 mois, il laissait un message dans une boîte aux lettres mortes à environ 8 km au sud d'ici, un arbre creux frappé par la foudre il y a des années. Le message me disait qu'il allait bien, de quelles provisions il avait besoin, de ses éventuelles préoccupations. J'apportais ce qu'il demandait, je le laissais au chalet, et il le récupérait quand c'était sûr. Mais il y a 3 mois, je suis allé à la boîte et j'ai trouvé un message qui m'a glacé le sang. L'expression de François s'assombrit. Stéphane écrivait qu'il avait trouvé quelque chose d'énorme. Des preuves qui feraient enfin tomber Delacroix. Il avait mis la main sur le grand livre privé de Delacroix, celui qui documentait tout. Pas seulement l'effondrement de la mine, mais des années d'activité criminelle. Blanchiment d'argent, corruption, plus de morts que les 7 mineurs. Stéphane a dit que c'était suffisant pour envoyer Delacroix en prison à vie. Peut-être même le faire pendre. Ça aurait dû être une bonne nouvelle. Ça aurait dû. Mais le message disait aussi que Delacroix savait.
d'une manière ou d'une autre, Delacroix avait découvert que Stéphane était vivant et il avait envoyé des hommes pour le traquer. Stéphane disait qu'il allait se cacher, qu'il ne vérifierait pas la boîte pendant un certain temps. Il m'a dit de surveiller le chalet, et si Sandrine se présentait un jour, François croisa son regard. Il a dit, si jamais tu te présentes, je devrais tout te dire. Te donner la montre, te montrer les caches de preuves qu'il avait préparées, t'aider à finir ce qu'il avait commencé. Parce qu'il pensait qu'il pourrait ne pas survivre. Parce qu'il savait qu'il pourrait ne pas survivre. Delacroix ne pardonne pas et n'oublie pas. S'il savait que Stéphane était vivant et avait des preuves contre lui, il mettrait toutes ses ressources pour trouver Stéphane et s'assurer que ces preuves ne voient jamais le jour. Sandrine se leva et se dirigea vers la fenêtre, fixant l'obscurité. La lune s'était levée, jetant une lumière argentée sur les sommets des montagnes. Quelque part là dehors, Stéphane se cachait. Ou il était déjà mort, et elle chassait à nouveau un fantôme. « Montrez-moi les caches de preuves, dit-elle sans se retourner. Montrez-moi sur la carte où elles se trouvent. » François récupéra la carte de géomètre de la boîte en bois et l'étala sur la table. 3 emplacements. Stéphane les a choisis avec soin, des endroits difficiles à trouver à moins de savoir exactement où chercher, mais accessibles si on a la carte. Il pointa le premier X. Celui-ci est le plus proche. Peut-être une journée de cheval d'ici. C'est un système de grottes près de la brèche de la Veuve, là où le passage étroit coupe la ligne de crête. Stéphane a enterré un conteneur étanche avec des documents. Des copies de ses notes d'enquête originales sur l'effondrement de la mine. Son doigt se déplaça vers le deuxième X. Celui-ci est plus délicat. C'est aux ruines d'un ancien prieuré, à environ 2 jours au sud-est. Des moines ont construit une église là il y a peut-être 100 ans, l'ont abandonnée quand les tribus locales les ont chassés. Stéphane a caché des preuves dans les fondations du prieuré, sous ce qui était autrefois l'autel. Et le troisième? Le doigt de François plana sur le troisième X, situé à l'extrémité ouest de la carte. C'est le plus dangereux. C'est en plein territoire de Delacroix, près de la mine de l'Argentière elle-même. Stéphane a dit que si jamais nous avions besoin du grand livre original, celui avec l'écriture et le sceau de Delacroix, c'est là qu'il serait. Il a réussi à le voler du coffre-fort privé de Delacroix il y a 3 mois, juste avant que Delacroix ne réalise que Stéphane était vivant. Sandrine étudia la carte, mémorisant les emplacements. Nous devons tout récupérer. L'apporter aux maréchaux fédéraux à Lyon. Présenter les preuves. Les forcer à agir. En supposant que les maréchaux de Lyon ne sont pas aussi sur la liste de paix de Delacroix. Certains d'entre eux doivent être honnêtes. Le système ne peut pas être corrompu à ce point, n'est-ce pas? La voix de François était douce mais ferme. Delacroix construit son réseau depuis 15 ans. Il a des juges, des gendarmes, des politiciens, des hommes d'affaires, tous travaillant pour lui ou regardant ailleurs. La seule raison pour laquelle Stéphane pensait avoir une chance, c'est qu'il avait pris contact avec une maréchale fédérale en qui il avait confiance, quelqu'un de l'extérieur du territoire qui n'était pas empêtré dans la toile de Delacroix. Sandrine se détourna de la fenêtre. Qui? Maréchale Isabelle Garnier. Elle est basée à Lyon, mais parcourt le circuit. Stéphane l'a rencontrée il y a 2 ans, alors qu'elle enquêtait sur du vol de bétail près de la frontière espagnole. Il l'a sondée avec précaution, lui a parlé un peu de sa situation, et elle a accepté de l'aider s'il pouvait lui apporter des preuves solides. Il communiquait en code par le biais d'annonces dans les journaux depuis. Sait-elle que Stéphane est vivant? Elle le savait. Stéphane lui a envoyé un télégramme il y a 3 mois, disant qu'il avait les preuves et qu'il la retrouverait à Lyon dans la semaine. Il n'est jamais venu. Les implications s'abattirent sur le chalet comme une lourde couverture. Si Stéphane avait le grand livre et essayait de le faire parvenir à la maréchale Garnier, et si Delacroix savait que Stéphane était vivant, alors le scénario le plus probable était que les hommes de Delacroix l'avaient intercepté quelque part entre ici et Lyon. Nous devons le trouver, dit Sandrine. Avant de nous soucier des preuves ou des maréchaux, nous devons trouver Stéphane. Je le cherche depuis 3 mois. J'ai vérifié tous les endroits où je pensais qu'il pourrait aller, suivi toutes les pistes qu'il mentionnait dans ses messages. Soit il est très bon pour se cacher, soit, François ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Sandrine ramassa le journal là où elle l'avait laissé sur la table. Elle feuilleta les pages, lisant certaines entrées plus attentivement maintenant, cherchant des schémas que Stéphane aurait pu établir, des habitudes qui trahiraient son comportement probable en cas de crise.
Une entrée attira son attention, datée d'environ 6 mois plus tôt. J'ai vérifié le nid d'aigle aujourd'hui au belvédère. Le même couple niche là depuis des années maintenant, élevant leurs petits au même endroit où nous avions l'habitude de les regarder. Sacha adorerait voir comment l'endroit est resté inchangé. C'est devenu une sorte de repère pour moi. Chaque fois que je me sens perdu ou incertain de ce que je fais, je vais là-bas et je me souviens pourquoi je me bats. Pour la vie que nous aurions dû avoir. Pour l'avenir que je nous ai volé à tous les deux. Le belvédère. L'endroit où Stéphane l'avait demandé en mariage, où ils avaient passé cet après-midi à regarder les aigles planer. Elle y avait pensé la veille en montant dans la montagne, le souvenir la surprenant par sa clarté. Où nous regardions les aigles, murmura-t-elle, relisant le passage. Où tu as dit oui. François la regarda vivement. Qu'est-ce que c'était? Elle lui montra l'entrée du journal, puis récupéra la note que Stéphane avait laissée avec la carte. Dans son dernier message, il avait écrit « Là où nous regardions les aigles, là où tu as dit oui ». Je pensais que c'était juste du sentimentalisme, mais c'est peut-être un indice. Peut-être qu'il se cache près du belvédère, l'endroit qui signifiait quelque chose pour nous deux. François se pencha plus près, lisant les entrées lui-même. C'est à au moins 3 jours de cheval d'ici. Un terrain accidenté la plupart du temps. Si Stéphane y est allé blessé ou poursuivi, alors il aura besoin d'aide. Il aura besoin que quelqu'un vienne le trouver. Sandrine plia la carte avec soin et la glissa dans sa veste. Vous avez dit qu'il vous avait dit de m'aider à finir ce qu'il avait commencé. C'est comme ça que nous le ferons. Nous trouverons Stéphane. Nous récupérons ce grand livre. Nous apporterons tout à la maréchale Garnier et nous mettrons fin à tout ça. Ce n'est pas si simple. Les hommes de Delacroix pourraient surveiller le belvédère. Ils pourraient déjà avoir trouvé Stéphane. Marcher dans cette situation pourrait nous faire tuer tous les deux. Alors nous serons prudents. Nous serons intelligents. Nous ne prendrons pas de risques inutiles. Sandrine croisa son regard avec fermeté. Mais je vais à ce belvédère, François. Je vais trouver mon mari. Vous pouvez venir avec moi ou rester ici, mais je pars aux premières lueurs. Dans tous les cas. François resta silencieux un long moment, étudiant son visage. Puis il hocha lentement la tête. Stéphane disait que vous étiez têtu. Il disait que c'était l'une des choses qu'il aimait le plus chez vous, même quand ça le rendait fou. Il aurait dû me dire la vérité. Oui, acquiesça simplement François. Il aurait dû. Mais il essayait de vous protéger de la seule façon qu'il connaissait. C'était une erreur, et ça vous a coûté à tous les deux des années que vous ne retrouverez jamais. Mais ça venait de l'amour, pas de la cruauté. Sandrine voulait argumenter, voulait s'accrocher à sa colère parce que c'était plus facile que l'enchevêtrement complexe d'émotions en dessous. Nous partons à l'aube, dit-elle à la place. Reposez-vous. Nous avons une longue route devant nous. François acquiesça et se dirigea vers l'échelle de la mezzanine. Il y a des couvertures là-haut. Je dormirai dans la mezzanine et je vous laisserai le lit. Après qu'il fut monté et installé pour la nuit, Sandrine éteignit la lampe et s'assit dans l'obscurité, la montre à gousset serrée dans sa main. Elle la remonta avec soin, écoutant le tic-tac familier du mécanisme, le son qu'elle avait entendu 1000 fois pendant leurs années ensemble. L'inscription brillait faiblement dans le clair de lune qui filtrait par la fenêtre. Je suis désolé. Je réparerai ça. Je le promets. Tu as intérêt à être en vie, murmura-t-elle à l'obscurité. Parce que si tu es mort, je vais te tuer moi-même pour m'avoir fait subir ça. Quelque part dans la nuit, une chouette ulula. Le vent murmura dans les pins, et Sandrine resta assise dans le chalet secret de Stéphane, tenant la montre de son père, se préparant à ce que le lendemain apporterait. Ils partirent à l'aube comme prévu, suivant un sentier que François connaissait bien. Le matin était frais et clair, le genre de journée de début d'été où l'air avait un goût de pureté et où le ciel s'étendait, d'un bleu infini, au-dessus des sommets des montagnes. Dans d'autres circonstances, Sandrine aurait pu apprécier la beauté. Au lieu de cela, elle chevauchait la mâchoire serrée, les yeux scrutant le sentier devant elle, chaque sens en alerte. François chevauchait en tête, imposant un rythme régulier qui n'épuiserait pas les chevaux. C'était un cavalier compétent malgré son âge, se déplaçant avec le genre d'aisance qui venait de décennies en selle. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'y avait pas grand-chose à dire après les révélations de la nuit précédente, mais le silence entre eux était confortable plutôt que tendu. Vers le milieu de la matinée,
Ils s'arrêtèrent pour reposer les chevaux et remplir leurs gourdes à une source qui jaillissait entre des rochers couverts de mousse. François fouillait dans sa sacoche à la recherche de viande séchée quand une photographie glissa de la poche de son manteau et tomba au sol. Sandrine la ramassa automatiquement, puis se figea. La photographie montrait un homme debout devant le chalet de Stéphane, mais ce n'était pas une photo d'il y a 10 ans. L'homme sur la photo était plus âgé que le Stéphane dont elle se souvenait, avec plus de gris dans ses cheveux et sa barbe, des rides plus profondes autour de ses yeux. Il souriait légèrement, une main levée dans un salut informel à l'appareil photo. Et debout à côté de lui, la main sur son bras, se tenait une femme que Sandrine n'avait jamais vue. La femme avait peut-être 40 ans, avec des cheveux sombres ramenés en un chignon pratique et un air compétent. Elle portait un pantalon d'homme et une veste solide, clairement habillée pour voyager en terrain difficile. Elle n'était pas belle au sens conventionnel du terme, mais il y avait quelque chose de frappant chez elle. Une intelligence dans ses yeux, une force dans la posture de ses épaules. Sandrine retourna la photographie. Écrit au dos d'une écriture qu'elle ne reconnaissait pas, mars 1875. Il y a 3 mois. Elle leva les yeux vers François, qui s'était immobilisé. Son expression était coupable, prise sur le fait, le regard d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait fait une terrible erreur. Qui est cette femme? La voix de Sandrine était calme, presque détachée, mais sa main tremblait en tenant la photographie. François ferma brièvement les yeux. Maréchal Garnier. Isabelle Garnier. Ça a été pris la dernière fois que Stéphane l'a rencontrée, quand il lui montrait le chalet comme refuge potentiel. Vous avez dit que Stéphane s'était caché seul pendant 10 ans. C'est le cas, la plupart du temps. La maréchale Garnier est la seule personne, à part moi, qui savait qu'il était en vie. Elle devait voir le chalet, comprendre sa situation, savoir où le trouver si la communication était rompue. Alors il l'a amené ici, lui a montré la disposition, et j'ai pris cette photo pour documenter la rencontre. C'était une explication raisonnable. Sandrine voulait y croire. Mais quelque chose dans l'image, la façon dont la main de la femme reposait sur le bras de Stéphane, l'intimité décontractée de la pose, le sourire sur le visage de Stéphane, fit naître un doute froid dans son estomac. Elle est plus que son contact, dit Sandrine sèchement. Dites-moi la vérité, François. Toute la vérité. François croisa son regard, et dans son expression, elle vit de la pitié, de la culpabilité et une terrible réticence. Vous devez comprendre, Stéphane pensait vous avoir perdu. Il avait renoncé à tout espoir d'avoir un jour une vie normale. Il vivait seul dans les montagnes, hanté par ce qu'il vous avait fait, sachant qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Et puis il a rencontré la maréchale Garnier, et elle a compris ce qu'il traversait parce qu'elle aussi avait perdu des gens, sacrifié des relations pour son travail. Ils sont devenus amis. Des amis proches. Amis. Le mot sortit, tranchant et amer. Oui, juste des amis. Stéphane vous aimait, Sandrine. Il n'a jamais cessé de vous aimer. Chaque fois que nous parlions, c'est de vous qu'il parlait, se demandant comment vous alliez, si vous vous en sortiez, si vous aviez trouvé un peu de bonheur malgré ce qu'il avait fait. La maréchale Garnier savait pour vous. Elle savait que Stéphane était toujours marié, de toutes les manières qui comptaient pour lui. Sandrine fixa la photographie, la femme dont la main reposait si naturellement sur le bras de son mari. Les mails? Je ne sais pas. L'honnêteté de François était presque cruelle. Peut-être un peu. Ou peut-être qu'il appréciait simplement d'avoir quelqu'un qui comprenait, de qui il n'avait pas à se cacher. Mais si vous demandez s'il vous a trahi, s'il a oublié ses vœux, non. Stéphane vous a peut-être manqué de bien des façons, mais pas de cette façon-là. Sandrine plaça soigneusement la photographie dans sa propre poche plutôt que de la rendre à François. Elle avait besoin de temps pour traiter cette nouvelle information, pour trier les émotions complexes qu'elle suscitait. La jalousie semblait absurde. Comment pouvait-elle être jalouse alors qu'elle avait cru Stéphane mort? Pourtant, le sentiment était là, vif et douloureux. Nous continuons, dit-elle, sa voix soigneusement contrôlée. Quoi qu'il se soit passé entre Stéphane et la maréchale Garnier, ça ne change rien à ce que nous devons faire. Ils chevauchèrent en silence pendant les heures qui suivirent. Le sentier grimpait régulièrement à travers la forêt de pins et sur des parois rocheuses nues qui offraient des vues imprenables sur les vallées en contrebas. L'esprit de Sandrine ressassait tout ce qu'elle avait appris, essayant d'intégrer cette nouvelle pièce au puzzle. Stéphane avait été seul pendant 10 ans,
croyant ne jamais pouvoir revenir vers elle. Dans cet isolement, il avait noué un lien avec quelqu'un qui comprenait son fardeau. Cela n'effaçait pas son amour pour Sandrine, mais le compliquait, ajoutait des couches qu'elle ne s'attendait pas à devoir gérer. Et qu'en était-il de ses propres sentiments? Elle avait passé une décennie à faire son deuil, avait lentement construit une vie qui n'incluait pas Stéphane. Maintenant, il était vivant, et elle chevauchait à travers les montagnes pour le trouver. Mais que se passerait-il après? Pourrait-il simplement reprendre leur mariage comme si rien n'avait changé? Pourrait-elle lui pardonner les années qu'il avait volées? Pourrait-il lui pardonner de quoi? Elle n'avait rien fait de mal. C'est elle qui avait été abandonnée, trompée. Mais la culpabilité murmurait le contraire. Elle avait remarqué sa distance croissante dans ces derniers mois et n'avait rien dit. Elle l'avait laissé porter son fardeau seul parce que c'était plus facile que de pousser pour obtenir la vérité. Peut-être que si elle avait été plus persistante, plus exigeante, il se serait confié à elle. Peut-être aurait-il pu affronter Delacroix ensemble au lieu que Stéphane l'affronte seul. Le sentier émergea de la forêt sur une haute crête qui longeait l'épine dorsale de la chaîne de montagne. François arrêta son cheval et pointa devant lui. Le belvédère est à environ 2 heures d'ici. Nous devrions approcher avec prudence. Si Stéphane est là et qu'il ne sait pas que nous arrivons, il pourrait nous prendre pour les hommes de Delacroix. Et si les hommes de Delacroix sont là? Alors nous faisons demi-tour, nous nous regroupons et nous trouvons une autre approche. Je ne vous laisserai pas tomber dans une embuscade, Sandrine. Stéphane ne me le pardonnerait jamais. Ils continuèrent le long de la crête, se déplaçant plus lentement maintenant, tous deux à l'affût de signes de passage récents. Le sentier ici n'était guère plus qu'un chemin de gibier, à peine assez large pour les chevaux. À leur gauche, la montagne tombait en une falaise vertigineuse. À leur droite, des rochers déchiquetés s'élevaient vers les sommets. La maréchale Garnier étala une esquisse grossière du belvédère sur une pierre plate, marquant les positions avec de petites pierres. Les 2 hommes que nous pouvons voir sont ici et ici, sur la crête au-dessus de la position de Stéphane. Ils ont des lignes de tir claires sur quiconque approche du sud ou de l'est. Mais il y a un angle mort. Elle tapota une section de la paroi rocheuse. Si nous arrivons par le nord en utilisant cette formation rocheuse comme couverture, nous pouvons nous approcher à moins de 50 mètres avant qu'ils ne nous repèrent. Et ensuite? Demanda François. Ensuite, nous créons un feu croisé. Je prendrai la position haute ici. Elle marqua un autre endroit sur l'esquisse. D'où je peux couvrir les 2 tireurs. Le grand, vous contournez par l'ouest, arrivez par en bas. Madame Dubois, vous fournirez un tir de couverture depuis cette position. À mon signal, nous bougeons tous simultanément. La confusion devrait donner à Stéphane le temps d'atteindre un abri et de s'armer. Sandrine étudia l'esquisse. Qu'est-ce qui les empêche de tirer sur Stéphane dès qu'ils réalisent qu'ils sont attaqués? Rien, dit sèchement la maréchale Garnier. C'est pourquoi le timing est crucial. Nous devons en neutraliser au moins un dès la première salve, rendre l'autre défensif plutôt qu'offensif. Si nous pouvons détourner leur attention de Stéphane vers nous, nous avons une chance. Et s'il y en a plus de 2? Alors nous nous adaptons. Le combat est fluide. On planifie du mieux qu'on peut, puis on s'adapte quand le plan s'effondre. La maréchale Garnier les regarda tour à tour. C'est dangereux. Je ne vais pas vous mentir. Nous sommes en infériorité numérique et ils ont une position supérieure. Si l'un de vous veut se retirer, c'est le moment. Stéphane est mon ami. Je ne me retire pas. Sandrine croisa le regard de la maréchale Garnier avec fermeté. C'est mon mari. Je ne le laisserai pas mourir. Quelque chose passa entre les 2 femmes. Une reconnaissance d'un objectif commun, peut-être, ou la reconnaissance de la situation compliquée dans laquelle elles se trouvaient. La maréchale Garnier hocha la tête une fois. Très bien, alors. Répétons encore une fois. Assurons-nous que nous comprenons tous nos positions et notre timing. Ils passèrent les 20 minutes suivantes à revoir le plan, à vérifier leurs armes et à se préparer à ce qui allait arriver. La maréchale Garnier se révéla méthodique et professionnelle, le genre de personne qui ne laissait rien au hasard. Elle s'assura que tout le monde connaissait exactement son rôle, les signaux à surveiller et quoi faire si les choses tournaient mal. Pendant qu'ils se préparaient, Sandrine se surprit à étudier la maréchale de plus près. Isabelle Garnier avait peut-être 45 ans, avec des traits burinés qui témoignaient d'années passées à l'extérieur.
Ses mains étaient calleuses, compétentes. Elle se déplaçait avec le genre d'efficacité qui venait d'un entraînement militaire ou d'une longue expérience dans les forces de l'ordre. Il n'y avait rien de doux en elle, mais rien de cruel non plus. Elle frappa Sandrine comme quelqu'un qui avait sacrifié le confort personnel et le bonheur conventionnel pour un but plus grand. Stéphane avait-il aimé cette femme? La question rongeait Sandrine malgré ses tentatives de se concentrer sur la crise immédiate. Et peut-être plus troublant encore, est-ce que ça importait? Stéphane avait cru Sandrine perdue pour lui à jamais. Pouvait-elle vraiment lui reprocher d'avoir trouvé un peu de compagnie, un peu de compréhension dans son exil? Vous vous interrogez sur Stéphane et moi? Dit doucement la maréchale Garnier, sortant Sandrine de ses pensées. François s'était éloigné pour vérifier son cheval, laissant les deux femmes seules un instant. Sandrine envisagea de nier, puis décida que l'honnêteté était plus simple. Oui. Nous sommes amis. C'est tout. Je sais que vous avez vu la photo, et je sais ce que ça a dû vous faire. La voix de la maréchale Garnier était factuelle, ni défensive ni apologétique. Stéphane m'a parlé de vous dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés. De votre mariage, de ce qu'il avait sacrifié, de la culpabilité qui le rongeait chaque jour. Il ne m'a jamais laissé oublier qu'il était toujours marié à vous, de toutes les manières qui comptaient. Mais vous teniez à lui quand même. Oui, admit la maréchale Garnier. Je tenais à lui. Je tiens toujours à lui. Pas de manière romantique, ou peut-être un peu, je ne mentirai pas. Mais surtout, je le respecte. Pour ce qu'il essaie de faire, la position qu'il prend contre Delacroix, malgré tout ce que ça lui a coûté. Il n'y a pas beaucoup d'hommes avec ce genre d'intégrité. Sandrine resta silencieuse un instant. Parlait-il de moi? Constamment. Vos plats préférés, la façon dont vous fredonniez en travaillant, comment vous tiriez mieux que la plupart des hommes qu'il connaissait, le son de votre rire. L'expression de la maréchale Garnier s'adoucit légèrement. Il vous aimait, Madame Dubois. Il n'a jamais cessé. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, vous devez le savoir. Avant que Sandrine ne puisse répondre, François revint. Le soleil baisse. Si nous devons le faire, nous devrions y aller bientôt. La lumière est meilleure maintenant qu'au crépuscule, quand la visibilité de tout le monde est compromise. La maréchale Garnier acquiesça et se leva, époussetant la saleté de son pantalon. Tout le monde est au clair sur le plan? Ils confirmèrent. La maréchale Garnier vérifia sa montre à gousset. Nous bougeons dans 10 minutes. Profitez de ce temps pour vous préparer mentalement. Souvenez-vous, quand la fusillade commence, tout se passe vite. N'hésitez pas. L'hésitation tue. Sandrine vérifia son fusil une dernière fois, s'assura d'avoir des munitions supplémentaires facilement accessibles, et essaya de calmer les battements de son cœur. Elle avait chassé toute sa vie, était à l'aise avec les armes à feu, mais elle n'avait jamais tiré sur un autre être humain. La pensée lui retourna l'estomac. Vous vous en sortirez, dit doucement François, lisant son expression. Au moment crucial, vous ferez ce qu'il faut. Vous l'avez toujours fait. Comment le sauriez-vous? Vous me connaissez à peine. Stéphane parlait beaucoup de vous. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Sandrine. Les 10 minutes passèrent trop vite. La maréchale Garnier donna le signal, et ils se séparèrent, chacun se déplaçant vers sa position désignée à travers le terrain accidenté du flanc de la montagne. Sandrine trouva son emplacement derrière un amas de rochers qui offrait une bonne couverture et une ligne de vue claire sur la crête où attendaient les hommes de Delacroix. D'ici, elle pouvait voir l'abri de Stéphane en contrebas et les deux tireurs au-dessus. La distance était d'environ 150 mètres. Un tir difficile, mais pas impossible. Elle s'installa en position, posant le canon de son fusil sur une dépression lisse dans la roche. À travers la lunette de son fusil, elle pouvait voir clairement l'un des tireurs, un homme d'une trentaine d'années avec une barbe noire, portant un cache-poussière marron. Il observait l'abri de Stéphane avec la concentration patiente d'un prédateur. Les minutes s'écoulèrent. Sandrine guettait le signal de la maréchale Garnier, un éclat de lumière du soleil réfléchi par son miroir. L'attente était une torture, chaque seconde s'étirant plus que la précédente. Puis elle le vit. 3 éclats rapides depuis les rochers au nord. C'était parti. Sandrine visa l'homme barbu, son doigt se resserrant sur la détente. Tout ce que François et la maréchale avaient dit sur le fait de ne pas hésiter résonnait dans son esprit. Cet homme était là pour tuer Stéphane.
Si elle ne l'arrêtait pas, son mari mourrait. Elle tira. La détonation du fusil résonna à travers les rochers comme un coup de tonnerre. L'homme barbu sursauta et tomba en arrière, disparaissant de la vue. Sandrine n'attendit pas pour voir si elle l'avait tué. Elle actionnait déjà la culasse de son fusil, chambrant une autre cartouche, cherchant le deuxième tireur. Il avait réagi rapidement, se mettant à couvert et tournant son propre fusil pour chercher des cibles. Sa balle siffla près de la tête de Sandrine, la douchant d'éclats de pierre. Elle se baissa, le cœur battant à tout rompre. Du nord, le fusil de la maréchale Garnier aboya 2 fois en succession rapide. Le chapeau du deuxième tireur s'envola, et il se précipita pour trouver une meilleure couverture. Le fusil de François se joignit à la fête depuis l'ouest, les balles frappant les rochers autour de la position du tireur. En bas, Stéphane avait jailli de son abri au premier coup de feu. Malgré ses blessures au bras et à la jambe, il se déplaça avec une vitesse surprenante, plongeant derrière un rocher et sortant un revolver de sa ceinture. Il tira 2 fois sur la crête, ajoutant sa propre puissance de feu au barrage. Le deuxième tireur riposta sauvagement, clairement déstabilisé d'être soudainement attaqué depuis 3 directions. Ces tirs passèrent haut, des tirs de panique plutôt que des tirs visés. Puis Sandrine vit un mouvement depuis une 3e position qu'elle n'avait pas repéré auparavant. Un autre homme, celui-ci positionné plus bas sur la crête avec une ligne de tir directe sur la nouvelle couverture de Stéphane. « Stéphane !» hurla-t-elle, mais sa voix se perdit dans la fusillade. Le 3e homme leva son fusil, visant soigneusement la position de Stéphane. Sandrine tourna son fusil, sachant qu'elle n'avait pas le temps pour un tir précis. Elle tira 2 fois rapidement, les 2 balles frappant les rochers près du 3e tireur. Ce n'était pas précis, mais c'était suffisant. Il recula sous le feu entrant, son propre tir partant de travers. Stéphane a dû le voir alors, car il roula de derrière son rocher, se mit sur un genou malgré sa jambe blessée, et tira 3 coups délibérés. Le 3e tireur laissa tomber son fusil et tomba. Le 2e tireur, celui que la maréchale Garnier et François engageaient, quitta sa couverture et courut. Il fit peut-être 6 mètres avant que le fusil de la maréchale Garnier ne claque une fois de plus. Il s'effondra et ne bougea plus. Puis le silence tomba sur le belvédère, rompu seulement par le bourdonnement dans les oreilles de Sandrine et le cri de l'aigle qui continuait de tourner au-dessus. « Dégagez !» cria la maréchale Garnier. « Dégagez !» répéta François. Sandrine se leva sur des jambes tremblantes, son fusil toujours levé, cherchant d'autres menaces. Mais la crête était vide maintenant, à l'exception des hommes tombés. En bas, Stéphane se relevait, utilisant le rocher comme support. Il regardait autour de lui, essayant de voir qui était venu à son secours. Ses yeux trouvèrent d'abord François, et Sandrine vit le soulagement traverser son visage. Puis il la vit. Elle le regarda se figer. Vit son expression passer par l'incrédulité, le choc, et quelque chose qui aurait pu être de la joie ou de la peur, ou les deux. Il fit un pas chancelant en avant, puis s'arrêta comme s'il ne croyait pas ses propres yeux. Sandrine commença à descendre la pente vers lui, ses jambes la portant avant que son esprit n'ait pleinement décidé ce qu'elle allait dire, ce qu'elle allait faire quand elle l'atteindrait. 10 ans. 10 ans de deuil et de solitude, à croire qu'il était mort. 10 ans de mensonges et de secrets et de décisions prises sans elle. Elle couvrit la distance entre eux. Consciente vaguement que François et la maréchale Garnier approchaient aussi, vérifiant les tireurs tombés. Stéphane attendait, son visage un masque d'émotions trop complexe pour être lu. Il était plus mince qu'elle ne s'en souvenait, plus âgé, marqué par les épreuves et les privations. Mais ses yeux, c'étaient toujours les mêmes yeux qu'il avait regardés de l'autre côté d'une piste de danse lors d'un bal champêtre 23 ans plus tôt. « Sacha, dit-il, sa voix rauque et brisée. Tu es là. Tu es vraiment là. » Elle avait prévu d'être en colère, d'exiger des explications, de lui hurler dessus pour ce qu'il lui avait fait. Au lieu de cela, elle marcha droit sur lui et le gifla si fort que sa tête tourna sur le côté. Puis elle attrapa le devant de sa chemise à 2 mains et l'embrassa. Le baiser ne dura qu'un instant avant que Sandrine ne se recule, ses mains agrippant toujours la chemise de Stéphane. Elle pouvait le sentir trembler. Ou peut-être que c'était elle qui tremblait. De près, elle pouvait voir les ravages que les années avaient causés. Des rides profondes autour de ses yeux, de l'argent dans toute sa barbe, une maigreur qui parlait de trop de repas manqués et de trop de nuits sans sommeil convenable. « Tu es vivant, dit-elle, la voix tremblante. Espèce de salaud.
Tu es vraiment vivant. Sacha, il s'arrêta, semblant incapable de trouver des mots adéquats. Sa main valide se leva pour toucher son visage, hésitante, comme s'il s'attendait à ce qu'elle disparaisse. Je suis désolé. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Elle voulait le frapper à nouveau. Elle voulait le serrer dans ses bras. Elle voulait crier et pleurer et exiger des réponses. Au lieu de cela, elle se força à reculer, à créer une distance entre eux, car si elle restait près, elle l'attaquerait ou s'effondrerait dans ses bras. Et aucune de ces options n'aiderait qui que ce soit pour le moment. Nous devons bouger, dit la maréchale Garnier, s'approchant avec son fusil toujours prêt. Elle était toute en professionnalisme, ses yeux balayant le terrain environnant. Les coups de feu portent dans ces montagnes. Si Delacroix a d'autres hommes dans la région, ils auront entendu cet échange. François vérifiait les corps des tireurs tombés. Les 3 sont morts. L'un d'eux porte un formulaire de télégraphe. On dirait qu'il prévoyait de signaler à Delacroix une fois qu'ils auraient la confirmation de la position de Stéphane. L'ont-ils envoyé? Demanda sèchement la maréchale Garnier. Non. Toujours dans sa poche. Bien. Ça nous achète un peu de temps, mais pas beaucoup. Elle regarda Stéphane. Pouvez-vous monter à cheval? Stéphane hocha la tête, bien que la grimace sur son visage suggérât que la chevauchée allait être douloureuse. Je peux gérer. Ma jambe est mauvaise, mais pas cassée. Juste une éraflure de balle qui s'est infectée. Je l'ai traitée du mieux que j'ai pu. Votre bras? Épaule disloquée suite à une chute il y a 3 semaines. Je l'ai remise en place moi-même, mais elle est encore faible. L'expression de la maréchale Garnier était professionnelle, évaluatrice. Vous avez besoin de soins médicaux, mais ça devra attendre. Pour l'instant, nous devons quitter cette montagne et nous mettre en sécurité. Elle se tourna vers Sandrine. Madame Dubois, c'était un excellent tir. Vous avez probablement sauvé la vie de Stéphane en repérant ce 3e tireur. Sandrine acquiesça, mais ne répondit pas. Elle essayait encore de tout assimiler, ses émotions trop enchevêtrées pour être triées. Elle avait retrouvé Stéphane vivant. Elle avait tué un homme, peut-être plus d'un. Le monde avait basculé sur son axe, et elle n'était plus sûre de quel côté était le haut. Les chevaux sont par ici, dit François. Nous devons partir maintenant. Ils aidèrent Stéphane à se relever. Il essaya de marcher sans aide, mais sa jambe flancha après 2 pas. François intervint immédiatement, le soutenant de son côté valide. Ils progressèrent lentement vers l'endroit où les chevaux étaient attachés. Les yeux de Stéphane ne cessaient de chercher Sandrine, scrutant son visage comme pour essayer de lire ses pensées. « Tu as trouvé les lettres, dit-il doucement. J'ai tout trouvé. Les lettres, le journal, les caches de preuves que tu as cartographiées. » Sa voix était plate, sans émotion. « J'ai trouvé ton chalet secret avec ta vie secrète et tes plans secrets qui n'ont jamais inclus de me dire la vérité. Je te protégeais. Tu me fuyais. » Les mots sortirent plus durs qu'elle ne l'avait prévu. Tu as fui Delacroix. Tu as fui tes responsabilités. Et tu m'as fui. Tu m'as laissé croire que tu étais mort plutôt que de me faire confiance pour être assez forte pour gérer la vérité. Stéphane tressaillit comme si elle l'avait de nouveau frappé. Tu as raison sur toute la ligne. J'ai été un lâche. J'ai choisi la facilité plutôt que d'affronter ce que j'avais fait, la situation dans laquelle je nous avais mis. Il n'y a rien de facile à simuler sa propre mort et à vivre dans les montagnes pendant 10 ans. C'est plus facile que de te regarder dans les yeux et d'admettre que j'avais échoué à te protéger. Que des hommes venaient pour nous tuer à cause de mon enquête. Parce que je ne pouvais pas laisser une injustice impunie. Sa voix se brisa. Cet homme sont morts dans cette mine, Sacha. Cet homme avec des familles, des enfants. J'avais des preuves qui pouvaient traduire leur assassin en justice, et je les ai détruites parce que j'avais peur. Je vis avec cette lâcheté depuis 15 ans. Ils atteignirent les chevaux. Patience, la jument de Sandrine, piaffait nerveusement, sentant la tension. Le hongre de la maréchale Garnier se tenait calme, bien dressé. Le cheval de Stéphane, un gris dégingandé, était attaché à proximité, scellé et prêt. Nous pourrons nous disputer plus tard, dit fermement la maréchale Garnier. Pour l'instant, nous avons besoin de distance entre nous et cet endroit. Elle regarda Stéphane. Le grand livre? Vous l'avez toujours?
Stéphane fit un signe de tête vers son cheval. Dans ma sacoche. C'est le seul exemplaire qui existe avec la signature et le sceau de Delacroix. Tout le reste est reconstitué de mémoire ou à partir de documents secondaires. La maréchale Garnier vérifia la sacoche, son expression soulagée quand elle trouva un livre relié en cuir enveloppé dans de la toile cirée. Elle le brandit brièvement pour qu'ils puissent tous le voir, puis le remballa soigneusement. C'est ce dont nous avons besoin pour faire tomber Delacroix. Des registres originaux de sa main documentant 15 ans de détournement de fonds, de corruption et de meurtre. Est-ce que ce sera suffisant? Demanda Sandrine. Combiné aux témoignages de Stéphane et aux documents de ses caches de preuves, oui. Ce sera suffisant pour le faire pendre si nous pouvons l'amener à Lyon et le présenter au juge territorial. C'est un grand si, dit doucement François. Delacroix possède la moitié de la loi entre ici et Lyon. Dès qu'il réalisera que nous avons ce grand livre, il mettra tout en œuvre pour nous arrêter. La maréchale Garnier montait déjà sur son cheval. Alors nous ne lui laissons pas le temps de réagir. Nous chevauchons vite et fort. Et nous ne nous arrêtons pas tant que nous ne sommes pas quelque part avec une protection fédérale. J'ai des adjoints de confiance à Lyon. Une fois là-bas, l'influence de Delacroix n'aura plus d'importance. Stéphane luttait pour monter sur son cheval d'une seule main. Sandrine se déplaça pour l'aider avant même d'en avoir consciemment décidé, le hissant en selle et ajustant ses étriers. Il la regarda, son expression pleine de choses qu'il ne pouvait pas dire. « Merci », réussit-il à articuler. Elle ne répondit pas, se détourna simplement et monta sur Patience. Ce qui devait être dit entre eux devrait attendre. Pour l'instant, la survie primait sur tout le reste. Ils partirent à un rythme soutenu, suivant un sentier qui menait à l'est et au sud vers des altitudes plus basses. La maréchale Garnier prit la tête, son expérience du territoire évidente dans ses choix d'itinéraire. François chevauchait à côté de Stéphane, prêt à le rattraper si ses blessures lui faisaient perdre l'équilibre. Sandrine fermait la marche, vérifiant constamment derrière eux à la recherche de signes de poursuite. Le soleil descendait vers les sommets de l'ouest, peignant le ciel de teintes orange et rouge. Magnifique, pensa Sandrine de loin, comme du sang sur la neige. Tout semble paisible, mais en dessous, la violence attend d'éclater. Il chevauchait depuis peut-être 30 minutes quand la maréchale Garnier arrêta soudainement son cheval, levant la main pour signaler à tout le monde de s'arrêter. Elle avait repéré quelque chose devant. Des cavaliers. Au moins 5, montant le sentier vers eux. Les hommes de Delacroix? Demanda doucement François, sa main allant à son fusil. La maréchale Garnier sortit sa longue-vue, étudiant les cavaliers qui approchaient. Au bout d'un moment, elle l'abaissa, l'expression sombre. Impossible à dire à cette distance. Pourraient être des voyageurs innocents. Pourraient être d'autres hommes de Delacroix répondant au coup de feu. Nous ne pouvons pas risquer de supposer qu'ils sont amicaux, dit Stéphane. Sa voix était tendue de douleur, mais ses yeux étaient alertes, calculateurs. Il y a un canyon étroit à environ 400 mètres en arrière. Nous pourrions nous y abriter. Les laisser passer s'ils sont innocents. Leur tendre une embuscade s'ils ne le sont pas. Ou nous pourrions fuir, suggéra Sandrine. Nos chevaux sont frais. Si nous poussons fort, nous pourrions peut-être les distancer. Et s'ils sont les hommes de Delacroix, nous courions droit dans le piège qu'ils ont tendu plus loin, dit la maréchale Garnier. Non, Stéphane a raison. Nous nous mettons à couvert, nous évaluons la situation et nous agissons en conséquence. Ils firent demi-tour et retournèrent rapidement au canyon que Stéphane avait mentionné, une fissure étroite dans les rochers, à peine assez large pour un cheval et son cavalier. Ils canaliseraient quiconque les suivait dans un terrain propice à un massacre si nécessaire. Ils descendirent de cheval, prirent position parmi les rochers, armes prêtes, et attendirent l'arrivée des cavaliers. Les cavaliers approchant apparurent 5 minutes plus tard, se déplaçant à un rythme régulier qui suggérait un but plutôt qu'un voyage décontracté. Sandrine compta 6 hommes, tous armés, tous portant le genre de vêtements pratiques qui les identifiaient comme des cow-boys ou des mercenaires. Ils se déplaçaient avec la coordination facile d'un groupe qui avait l'habitude de chevaucher ensemble. La maréchale Garnier les observa à travers sa longue vue, la mâchoire serrée. Celui de devant, le grand avec le bandana rouge, c'est David Mercier. C'est l'un des principaux hommes de main de Delacroix. S'il est là, ce n'est pas une coïncidence. Il devait déjà être dans la région, dit doucement François, attendant des ordres sur ce qu'il fallait faire une fois que leurs éclaireurs auraient coincé Stéphane.
Stéphane changea légèrement de position, grimaçant au mouvement, mais obtenant un meilleur angle avec son revolver. Mercier est dangereux, rapide et méchant. Les autres seront expérimentés aussi. Delacroix n'engage pas d'imbéciles. Les cavaliers atteignirent l'entrée des gorges de la jonction et s'arrêtèrent. Mercier leva la main et le groupe s'immobilisa. Il scrutait le terrain, son instinct l'avertissant clairement que quelque chose n'allait pas. « Ils savent que nous sommes là », murmura la maréchale Garnier. « Ou ils le soupçonnent. » Mercier cria, sa voix portant clairement dans l'air calme de la montagne, « Stéphane Dubois. Je sais que vous êtes proche. Vos amis du Belvédère n'ont pas donné de nouvelles, ce qui signifie qu'ils sont morts et que vous êtes en fuite. C'est bien. On peut faire ça à la dure. » Il marqua une pause, puis continua. « Vous avez quelque chose qui appartient à M. Delacroix. Ce grand livre que vous avez volé de son bureau privé. Il le veut en retour. Sortez maintenant, rendez-le, et peut-être qu'on vous laissera vivre. Peut-être même qu'on laissera vivre ceux qui vous aident. Continuez à fuir, et je vous garantis que vous ne quitterez pas cette montagne en vie. » Le silence tomba sur le canyon. Sandrine pouvait entendre son propre cœur battre, le murmure du vent dans les rochers, le piaffement nerveux de l'un des chevaux. La voix de la maréchale Garnier était à peine un murmure. « Je vais m'identifier comme maréchal fédéral. Ça pourrait les faire reculer, ou ça pourrait les forcer à agir. Quoi qu'il en soit, soyez prêts. » Elle se leva lentement, gardant ses mains visibles, son insigne de maréchal brandi bien haut. « David Mercier, ici la maréchale des États-Unis Isabelle Garnier. Vous et vos hommes êtes en violation de la loi fédérale. Faites demi-tour et partez, et j'oublierai que je vous ai vu ici. Continuez, et vous serez pendu pour entrave à une enquête fédérale. » Le visage de Mercier s'assombrit. Il cracha dans la poussière. Maréchal fédéral. Eh bien, ça complique les choses. Il regarda les hommes avec lui, sembla prendre une décision. Mais voilà le truc, maréchal. Vous êtes seul, loin de toute aide, dans un territoire où la parole de Delacroix fait loi. Peut-être que c'est vous qui devriez partir. Je ne peux pas. Stéphane Dubois est sous protection fédérale. Les preuves qu'il transporte sont cruciales pour une enquête en cours. Quiconque essaiera de les prendre sera accusé d'obstruction et de complicité de meurtre. De grands mots pour quelqu'un qui est en infériorité numérique. La main de Mercier dériva vers son revolver. Dernière chance, maréchal. Partez. Laissez Dubois et le grand livre. Vivez pour voir un autre lever de soleil. Je ne peux pas faire ça non plus. Mercier hocha lentement la tête, sans surprise. À vos risques et périls. Sa main tomba vers son pistolet, le signal que ses hommes attendaient. Mais la maréchale Garnier fut plus rapide. Son revolver sortit de l'étui et tira avant que le pistolet de Mercier ne soit complètement sorti. Le coup l'atteignit haut dans l'épaule, le faisant tourner à moitié. Puis tout explosa en chaos. Le canyon devint un tonnerre de coups de feu, les balles ricochant sur les rochers, les chevaux hennissant et s'emballant. Sandrine tira sur le cavalier le plus proche, le vit se prendre la poitrine et tomber de sa selle. Le fusil de François aboya 2 fois, abattant méthodiquement ses cibles. Stéphane tira de sa main valide, ses tirs délibérés malgré ses blessures. Un des hommes de Delacroix lança son cheval à l'entrée du canyon, essayant de percer leur position défensive. Le fusil de la maréchale Garnier claqua et le cheval s'effondra, projetant violemment son cavalier contre les rochers. L'homme ne se releva pas. Mercier, malgré son épaule blessée, s'était mis à couvert derrière un rocher et ripostait avec une précision mortelle. Une balle siffla près de la tête de Sandrine, assez près pour qu'elle sente le vent de son passage. Elle se baissa, les mains tremblantes en rechargeant. « Nous ne pouvons pas tenir cette position !» cria François par-dessus la fusillade. Trop nombreux. Trop de terrain découvert derrière nous. Stéphane bougeait déjà, aussi douloureux que ce soit. Il y a un sentier sur la paroi nord, étroit, mais il monte et passe par-dessus. Nous pouvons nous placer au-dessus d'eux, retourner leur nombre contre eux. Vous ne pouvez pas grimper dans votre état, protesta Sandrine. Je peux, et je le ferai. Ses yeux rencontrèrent les siens, féroces et déterminés. Je n'ai pas survécu 10 ans dans ces montagnes pour mourir dans un cul-de-sac maintenant. Suivez-moi. Restez prêts et gardez la tête baissée.
Il les mena à une fissure à peine visible dans la paroi du canyon, plus une faille verticale qu'un véritable sentier. La maréchale Garnier passa la première, son fusil en bandoulière, grimpant avec l'habileté de quelqu'un habitué aux terrains accidentés. François suivit, puis Sandrine. Stéphane vint en dernier, utilisant son bras valide et sa pure obstination pour se hisser malgré sa jambe blessée. Derrière eux, les hommes de Delacroix réalisèrent ce qui se passait. La voix de Mercier retentit, furieuse, ils grimpent. Coupez-leur la route. Les balles frappèrent les rochers autour d'eux, faisant voler des éclats de pierre. Sandrine se plaqua contre la paroi de la falaise, le cœur battant à tout rompre. L'exposition était terrifiante. Un bon tir et n'importe lequel d'entre eux pouvait faire une chute mortelle. Mais Stéphane connaissait ce terrain. La fissure menait à une corniche étroite qui longeait la paroi du canyon, cachée d'en bas par un surplomb. Ils l'atteignirent, haletant et saignant d'une douzaine de petites coupures, mais vivants. De ce point de vue, ils pouvaient voir les hommes de Delacroix restant en bas, 4 maintenant, y compris Mercier. Les tireurs se dispersaient, essayant de trouver un angle pour tirer vers le haut sur leur proie. La maréchale Garnier se positionna au bord du surplomb, son fusil prêt. Ils sont coincés maintenant. Nous avons le terrain élevé et ils ne peuvent pas nous atteindre sans s'exposer complètement. Alors, nous attendons qu'ils partent ? Demanda François. Où nous en finissons, dit doucement Stéphane. Il regarda Mercier en bas, et Sandrine vit quelque chose de dur et de froid dans l'expression de son mari, le regard d'un homme qui avait été traqué trop longtemps et qui en avait assez de fuir. Mercier. Ça se termine maintenant. Tu veux le grand livre ? Viens le chercher. Mercier leva les yeux, son visage tordu de rage et de douleur à cause de son épaule blessée. Vous ne pouvez pas rester là-haut pour toujours, Dubois. Et quand vous descendrez, nous attendrons. Peut-être. Ou peut-être que j'envoie le grand livre par-dessus la falaise maintenant. Le laisser tomber là où aucun de nous ne pourra jamais l'atteindre. Delacroix s'en sort. Mais au moins, il ne récupère pas ses preuves pour les détruire. La menace eut l'effet désiré. Mercier se tendit, l'incertitude traversant ses traits. Vous bluffez. Ah oui ? Stéphane sortit le grand livre emballé de son manteau. Il avait dû le prendre de sa sacoche avant qu'il ne grimpe. Il le tendit au-dessus du vide. C'est 15 ans de crimes de Delacroix. Tout ce qu'il a fait, tous ceux qu'il a tués, tout de sa propre main. S'il passe par-dessus cette falaise, il atterrit dans une rivière 100 mètres plus bas. Vous ne le récupérerez jamais. Ni vous. J'ai vécu avec mes erreurs pendant 15 ans. Je peux vivre avec une de plus. Delacroix peut-il vivre en sachant que ses secrets pourraient encore sortir un jour ? Que des copies pourraient exister ? Qu'il passera le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule ? C'était un bluff, réalisa Sandrine. Stéphane avait dit à la maréchale Garnier que c'était la seule copie originale. Mais Mercier ne le savait pas, et l'incertitude se lisait sur son visage. « Que voulez-vous » cria Mercier, la voix tendue. « Vous et vos hommes, partez maintenant. Laissez vos armes et allez-vous-en. Faites ça et le grand livre reste en sécurité. Essayez de continuer ce combat et je le lâche, et nous perdons tous. » Mercier regarda ses hommes restants, sembla peser ses options. Sa réputation contre la colère de Delacroix, la certitude de l'échec contre la possibilité de sauver quelque chose. Finalement, il cracha de nouveau et rengaina son revolver. « Ce n'est pas fini, Dubois. Delacroix vous trouvera un jour. Il le fait toujours. Qu'il essaie. J'ai fini de me cacher. » Mercier et ses hommes jetèrent leurs fusils et leurs revolvers, puis montèrent sur leurs chevaux et quittèrent le canyon, se déplaçant lentement, leur défaite évidente dans chaque ligne de leur corps. La maréchale Garnier garda son fusil pointé sur eux jusqu'à ce qu'ils soient hors de vue. C'est seulement alors qu'elle l'abaissa et laissa échapper un long soupir. C'était soit la chose la plus courageuse, soit la plus stupide que j'ai jamais vue. Stéphane retira soigneusement le grand livre du bord de la falaise et le remballa. Ses mains tremblaient. Probablement les deux. Ils descendirent prudemment de la corniche, récupérèrent leurs chevaux et traversèrent le canyon alors que la dernière lumière s'estompait dans le ciel. Personne ne parla. L'adrénaline se dissipait, laissant place à l'épuisement et à la réalité de ce qu'ils venaient de survivre. Sandrine chevauchait à côté de Stéphane, le regardant lutter pour rester en selle. Son visage était gris de douleur et de fatigue.
Il avait besoin de soins médicaux, d'un vrai repos, de sécurité. Ils en avaient tous besoin. Mais ils avaient survécu. Contre toute attente, ils avaient survécu. Et ils avaient le grand livre, la clé pour faire tomber Henri de la Croix et mettre fin à la menace qui pesait sur leur vie depuis 15 ans. Alors qu'ils chevauchaient dans l'obscurité grandissante, Sandrine tendit la main et toucha brièvement celle de Stéphane. Il la regarda, surpris, et elle vit des larmes dans ses yeux. « Nous parlerons, dit-elle doucement. De tout. Absolument tout. Mais pas ce soir. Ce soir, nous devons juste nous mettre en sécurité. » Il hocha la tête, incapable de parler. Et ils continuèrent leur route dans la nuit, ensemble. 3 semaines plus tard, Sandrine se tenait sur le porche de leur maison de campagne, regardant le soleil se coucher sur les montagnes. La vue était la même depuis 20 ans, mais tout le reste avait changé. Stéphane était assis sur la chaise à côté d'elle, sa jambe surélevée, guérissant lentement. Un vrai médecin à Lyon avait nettoyé et suturé la blessure infectée, remis son épaule en place correctement, et déclaré qu'avec du repos et du temps, il se rétablirait complètement. La grisaille avait déjà commencé à quitter son visage, remplacé par quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Le grand livre était maintenant sous la garde des autorités fédérales, avec le témoignage de Stéphane et les preuves récupérées de 2 des 3 caches. Henri de la Croix avait été arrêté par les maréchaux fédéraux à son domicile, accusé de 7 chefs de meurtre, de détournement de fonds, de conspiration et d'une douzaine d'autres crimes. Le procès était prévu pour octobre, et le procureur territorial était confiant quant à une condamnation. Laurent Vidal avait fui le village le jour de l'arrivée des maréchaux, mais il l'avait rattrapé 2 jours plus tard alors qu'il tentait de passer en Espagne. Il était également en détention, faisant face à des accusations de falsification de documents officiels et de complicité de meurtre. Le village avait été scandalisé par les révélations. Le médecin discret en qui ils avaient tous confiance était corrompu. La catastrophe minière qu'ils pensaient être un accident tragique avait été un meurtre délibéré. Et Stéphane Dubois, qu'ils avaient enterré il y a 10 ans, était vivant et avait vécu dans les montagnes tout ce temps. Jean Lefebvre était passé la veille, à la fois soulagé que Stéphane soit en vie et furieux d'avoir été tenu dans l'ignorance. « Tu aurais pu me faire confiance » avait-il dit, son visage buriné sévère. « J'aurais aidé. »« Je sais » avait répondu doucement Stéphane. « Et c'est pourquoi je ne pouvais pas te le dire. » Tous ceux qui connaissaient la vérité devenaient une cible. « Je ne pouvais pas te faire ça, Jean. Ni à personne d'autre au village. Il faudrait du temps pour que ces relations guérissent. » Sandrine savait que la confiance, une fois brisée, n'était pas facilement réparée. Mais au moins, maintenant, il y avait du temps. Le temps d'expliquer, le temps de reconstruire, le temps d'avancer. François Legrand était resté au village pendant une semaine après leur retour, aidant Stéphane à s'installer et s'assurant que les alliés restants de Delacroix ne prévoyaient pas de représailles. Puis il était parti un matin, promettant de rendre visite, mais clairement mal à l'aise avec l'attention et la gratitude que les gens lui témoignaient. « J'ai juste fait ce que Stéphane a demandé » avait-il dit avec un haussement d'épaule. Rien d'héroïque à tenir une promesse à un ami. La maréchale Isabelle Garnier était retournée à Lyon, le grand livre en sécurité et son rapport déposé. Avant de partir, elle avait parlé en privé avec Sandrine sur ce même porche. « Il n'a jamais cessé de vous aimer » avait dit la maréchale. « Je veux que vous sachiez que quoi que vous ayez vu sur cette photo, quels que soient les doutes que vous puissiez avoir, il a toujours été à vous. J'étais juste quelqu'un qui comprenait ce qu'il traversait. »« Merci pour ça » avait répondu Sandrine. « Et merci de l'avoir aidé quand je ne le pouvais pas. » Elle s'était serré la main. 2 femmes qui auraient pu être rivales dans d'autres circonstances, mais qui étaient devenues quelque chose comme des amies à travers le danger partagé. Maintenant, assise à côté de Stéphane dans l'air frais du soir, Sandrine essayait de démêler les chevaux d'émotion qui occupaient encore sa poitrine. La colère pour les années qui leur avaient été volées, le soulagement qu'ils soient en vie, le chagrin pour l'innocence qu'ils avaient perdue, l'espoir pour ce qui pourrait encore être possible. « J'ai réfléchi » dit doucement Stéphane, brisant le silence confortable, à ce qui vient après. Après le procès, après que tout ça soit vraiment terminé. Et je veux rester ici avec toi. Si tu veux bien de moi. Il se tourna pour la regarder, son expression vulnérable d'une manière qu'elle avait rarement vue. Je sais que je ne mérite pas le pardon. Je sais que je t'ai fait vivre un enfer, et aucune excuse ne te rendra ces années. Mais je t'aime, Sacha.
Je t'ai aimé chaque jour pendant 23 ans. Et s'il y a la moindre chance que tu m'aimes encore, même un peu, je veux essayer de faire en sorte que ça marche. Sandrine resta silencieuse un long moment, regardant le soleil peindre les nuages de teintes dorées et pourpres. 10 ans plus tôt, elle aurait dit oui sans hésiter. Mais 10 ans lui avaient appris que l'amour seul n'était pas toujours suffisant. La confiance comptait, l'honnêteté comptait, le partenariat comptait. Je t'aime encore, dit-elle finalement. Mais l'amour n'est pas la question. La question est de savoir si tu me feras un jour assez confiance pour me dire la vérité quand ça compte. Si tu me verras comme une partenaire capable de gérer les choses difficiles, ou comme quelqu'un qui doit être protégé et maintenu dans l'ignorance. Stéphane plongea la main dans sa poche et sortit la montre à gousset, la montre de son père, celle avec leurs 2 inscriptions à l'intérieur. Il la lui tendit. Je veux te faire une promesse. Plus de secrets, plus de mensonges, même pas ceux destinés à te protéger. Nous affronterons tout ensemble à partir de maintenant. Partenaire dans tous les sens du terme. Elle prit la montre, sentant son poids familier. Ce ne sera pas facile. Tu as passé 10 ans à prendre des décisions seule. J'ai passé 10 ans à être indépendante, ne comptant sur personne. Je sais. Mais j'espère que nous sommes tous les deux encore capables d'apprendre. Sa voix s'érailla d'émotion. Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant. Ce mariage est mort quand j'ai disparu. Mais peut-être que nous pourrions construire quelque chose de nouveau, de plus fort, parce que cette fois, ce sera construit sur l'honnêteté. Sandrine ouvrit le boîtier de la montre, lisant les 2 inscriptions. L'ancienne, qu'elle y avait mise il y a 20 ans, à Stéphane, avec tout mon amour, Sandrine. La nouvelle, qu'il avait ajoutée, je suis désolé. Je réparerai ça. Je le promets. Elle plongea la main dans sa propre poche et sortit quelque chose qu'elle portait depuis leur retour à la maison. Son alliance. Elle l'avait enlevée des années auparavant, incapable de supporter de la porter plus longtemps. Maintenant, elle la tenait à la lumière déclinante, la regardant capter le soleil. Nous recommençons, dit-elle fermement, sans prétendre que le passé n'a pas eu lieu, mais sans le laisser tout définir non plus. Nous réapprenons à nous faire confiance. Nous apprenons à parler au lieu de cacher les choses. Et nous verrons si ce que nous avions peut survivre à ce que nous avons traversé. Et si ce n'est pas le cas, alors au moins nous saurons que nous avons essayé, que nous n'avons pas fui. Elle enfila de nouveau la bague à son doigt. C'était à la fois étrange et familier. Mais je pense que nous pouvons y arriver, Stéphane. Pas facilement, pas rapidement, mais un jour. Il tendit la main et prit la sienne, son pouce effleurant la bague. Je ne te mérite pas. Probablement pas. Mais tu es coincé avec moi quand même. Ils restèrent assis ensemble alors que le soleil sombrait finalement derrière les montagnes, le ciel s'assombrissant du doré au violet, puis au bleu profond. Les premières étoiles apparaissaient quand Stéphane parla de nouveau. Le chalet, là-haut sur la falaise. Je pensais que peut-être nous pourrions le garder, le retaper correctement. L'utiliser comme un endroit pour s'évader parfois, juste nous deux. Y créer de nouveaux souvenirs pour remplacer les désespérés. Sandrine y réfléchit. Le chalet était né de la peur et du secret, mais il était aussi devenu le lieu où la vérité avait finalement émergé, où elle avait trouvé les réponses dont elle avait besoin, où leurs chemins séparés avaient de nouveau convergé. Ça me plairait, dit-elle. Mais je change la disposition des outils. Ton système n'avait aucun sens. Stéphane rit. Un vrai rire, le premier qu'elle entendait de lui depuis son retour. Certaines choses ne changent jamais. Non, acquiesça Sandrine, serrant sa main. Certaines choses ne changent pas. À l'intérieur de la maison, la lampe qu'elle avait allumée plus tôt brillait d'une lueur chaude à travers la fenêtre. Leur maison, qui les attendait. Pas parfaite, pas sans cicatrices des années de séparation et de douleur, mais toujours debout, toujours la leur, toujours pleine de possibilités. Ils se levèrent ensemble, Stéphane s'appuyant sur elle pour se soutenir alors qu'ils entraient. La porte se referma derrière eux, les isolant de la nuit et du passé. Demain apporterait de nouveaux défis, le procès, la reconstruction des relations, le lent travail de guérison et de pardon. Mais ce soir, pour la première fois en 10 ans, ils étaient à la maison, ensemble.